Bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Nous aimerions commencer ce Culture Sport par vous remercier tous d'être venus. Vous dire aussi que ce Culture Sport est avant tout le fruit d'un travail collectif. C'est pourquoi j'aimerais en particulier remercier les DTN, les entraîneurs nationaux, les sportifs de haut niveau qui ont travaillé avec nous pour lister, identifier, sélectionner les problématiques qui vont être abordées aujourd'hui. La thématique de la relation entre les différents acteurs de la performance n'est pas nouvelle, mais elle reste d'actualité car elle est source de nombreuses problématiques qui sont au cœur de la performance. Alors, bienvenue à tous dans cette formation à destination des masters et des entraîneurs nationaux. Je voulais remercier cet amphi pour vous accueillir tous, remercier cette scène, et on n'a plus qu'à attendre que la connaissance tombe du maître à l'élève. Et non, ça ne va pas du tout se passer comme ça, parce que c'est un spectacle, et tout le monde sait que pour apprendre, eh ben, il faut se mettre dans une situation où on est acteur. Pour apprendre un nouveau geste, on doit être acteur. Alors des acteurs, il y en a plein parmi vous, là, qui vont jouer leur propre rôle, d'autres sur d'autres rôles qui ont été écrits pour eux, et puis tous, vous pouvez prendre la parole à un moment et tenir votre propre rôle. Et finalement, nous allons pouvoir assister à un spectacle vivant en hommage à l'intelligence collective où 192 cerveaux vont phosphorer ensemble au service de l'intelligence de la relation professionnelle. Et pour commencer, je vais laisser la place au premier acteur, ambassadeur des masters, Kevin Guégan. Merci à tous. Tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous à cette conférence Culture Sport. Le thème de notre après-midi va porter sur la relation entre les acteurs agissant dans le sport de haut niveau. Afin d'illustrer cette thématique, nous vous proposons un format inédit qui est la pièce de théâtre. Elle sera composée de 3 scènes, le recrutement, le dialogue social et la reconnaissance. Pour être au plus près du terrain et gage de crédibilité, l'ensemble des textes est rédigé par les sportifs de haut niveau eux-mêmes, dont l'haltérophile Anaïs Michel, qui a su exagérer quelques tranches de vie du sport de haute performance. Enfin, la direction artistique est sous la responsabilité d'une ancienne sportive de haut niveau en gymnastique rythmique, Clara Huet. Tout au long de cette conférence, vous allez découvrir les stagiaires masters, co-organisateurs de l'après-midi, dont certains profitent de cette expérience pour développer des compétences comme interagir en relation professionnelle. En effet, cette thématique est un élément central dans le master sport, expertise et performance à haut niveau. Les acteurs étudiants du master céderont leur place à des sportifs de haut niveau, des entraîneurs nationaux et des DTN qui joueront, eux, leur propre rôle. La session est diffusée en synchrone pour tous et plus particulièrement sur l'ensemble des établissements du Grand INSEP. Ainsi, par respect pour tous, je vous invite à éteindre ou mettre sous silence vos téléphones portables. Je clôturerai mon introduction par une citation de l'inventeur du Polaroid, Edwin Herbert Land. Innover, ce n'est pas avoir une nouvelle idée, mais arrêter d'en avoir une vieille. Alors, que le spectacle commence. Bonjour à tous. Je suis vraiment content d'avoir pu assister à un de vos entraînements. Je vois vraiment que vous entraînez dur. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes tous fixés sur votre objectif. Alors sans plus attendre, je vais vous annoncer les sélections pour les championnats du monde. Certes, il y aura des déçus, mais restez concentrés, entraînez-vous fort et le travail paye toujours. Alors les sélections ont été faites par les entraîneurs et moi-même. Je vais commencer par les féminines. Ont été sélectionnées pour les championnats du monde Virginie Durand et Mélanie... Mélanie quoi? Mélanie Marchand, je dis. Et pour les hommes, Benjamin Serin et Arthur Lachaud. Je vous souhaite à tous une bonne compétition, la motivation, des médailles, et battez-vous. On se retrouve au championnat du monde. Bon, mon calendrier, là, une fois de plus, ça. C'est bon. En même temps, je sais même pas pourquoi on a fait cette réunion, c'était évident que ça allait être nous de toute façon. Attends, d'ailleurs, petit message pour les petits jeunes. Bon ben désolé, hein, comme il a dit, le travail paye. Donc ben lâchez rien, et peut-être ça sera pour la prochaine fois pour vous quoi. Bon, peut-être on va faire nos valises, non? Bah, c'est parti, allez. Allez, d'ailleurs on fait de la place dans ta valise ou dans la mienne pour le trophée? Ouais, c'est bon.
Je vérifie un truc, je jure. Alors, c'est ça, voilà. Je suis pas prise, voilà. Hein. Puis merde, c'est pas juste, hein. Ça veut dire quoi, que je suis allée faire un stage au fin fond des pays de l'Est pour rien? Que j'ai sacrifié tout ça? Ouais, pour rien, j'ai refusé des offres d'emploi, j'ai pas vu ma famille, enfin... Non. Puis, non, puis même, en fait, c'est même pas logique, parce que j'ai amélioré toutes mes performances, j'ai même battu des records, et... Non, c'est vraiment pas compréhensible. Mais oui, c'est évident, maintenant que j'y pense, enfin, en fait c'est parce que il y a du favoritisme dans cette sélection, c'est toujours les mêmes qui partent sur les grands championnats et le travail paye toujours, ouais, mais pas pour moi, quoi. Et... ouais, ouais. J'ai pris une décision, voilà, je vous l'annonce, j'ai décidé que j'arrêtais le haut niveau. Voilà, c'est dur, mais je vais faire mes valises pour rentrer chez moi. Alors, si quelqu'un peut me passer mon sac, ça va. Voilà, merci. Voilà. Je suis désolée, hein, c'est une décision difficile. Je vous souhaite bonne chance à tous. Hein. Bonne chance. Bien, bonjour à tous. Alors on va démarrer. Alors peut-être pendant que Michel, Lionel, Eric et Amaury, vous allez vous installer sur scène, juste en préambule, 2 remarques. La première, c'est que évidemment les choix de ces scènes ne sont pas exhaustifs, vous le comprendrez bien. Par contre, on a pensé qu'ils étaient un bon prétexte de discussion autour de l'entraînement. Le deuxième aspect, c'est qu'on découvre en même temps que vous ces scénettes. Donc l'idée, c'était d'interagir un maximum avec les acteurs principaux, mais vous également. Et je crois qu'on va essayer, en tous les cas, de se lancer ce défi cet après-midi. C'était là, en tous les cas, un petit risque à prendre, mais je pense qu'il valait le coup d'être pris. Donc merci encore pour cette première scène. Pour revenir sur cette première scénette, je crois qu'elle nous amène à discuter d'une situation toujours délicate qui est l'annonce des sélections. Alors vous connaissez tous bien ça. J'aimerais, alors là on a de la chance parce qu'on a non seulement les entraîneurs mais des athlètes qui ont travaillé ensemble. J'aimerais commencer peut-être par interroger Michel et Eric sur cette situation. Alors j'imagine que bien évidemment dans votre sport vous avez vécu des situations parfois un peu similaires. Est-ce qu'on pourrait repartir d'une situation peut-être commune, parce qu'on va essayer de gagner du temps comme ça, que vous avez vécu autour d'un moment de sélection, et un peu discuter avec vous sur cet aspect. Je vous laisse la parole. Ouais, bonjour à tous. Sympa, hein, la petite scénette, c'est vraiment du vécu. Moi, ça me rappelle quand j'ai fait 8 ans entraîneur national adjoint avant de prendre le poste d'entraîneur. Quand on est adjoint, on entend souvent beaucoup de choses, et notamment dans les vestiaires, justement après les sélections, mais pas que pour les championnats du monde, mais aussi pour les épreuves qui permettent d'aller à ces championnats du monde. Ce genre de choses, j'ai beaucoup entendu comme ça. Et je me suis dit, le jour où je serai entraîneur, il va falloir mettre un terme un peu à tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en avait certainement qui critiquaient, mais ils avaient certainement raison. Parfois, les sélections pouvaient paraître bizarres, peut-être, mais beaucoup trouvaient aussi un alibi à leur contre-performance, etc. Donc, à ce moment-là, j'avais décidé de mettre beaucoup plus de lisibilité et d'accorder énormément d'importance aux résultats sportifs. D'accord. Ton point de vue, peut-être, Eric, sur cette situation, avec notre point de vue, évidemment. Je vais pas contredire Michel, parce que je suis évidemment d'accord avec ça. Et je pense qu'il faut noter que, avant même l'annonce de la sélection, le plus important, c'est ce qui est dit, ce qui est diffusé et ce qui est écrit avant. Dans un monde du sport où on a beaucoup d'oral, les règles de sélection, c'est un vrai sujet, et c'est d'autant plus important de les caler avant. Voilà, la petite anecdote que j'ai, c'est que avec une longue carrière riche en médailles, et le sujet de la sélection n'a jamais été un problème pendant, on va dire, les 14 de mes 16 années en équipe de France. Par contre, les 2 dernières, je commençais à sérieusement décliner, et ma sélection n'était pas du tout acquise.
Et l'anecdote que j'ai, c'est pour les Jeux de Sydney, Michel qui me dit, bah, écoute, il reste une épreuve, c'est la dernière épreuve sélective, tu la gagnes, tu pars, tu la gagnes pas, tu pars pas. Et j'avais beau avoir été champion olympique, champion du monde, les règles étaient connues avant, et voilà, ça se passe beaucoup plus en amont qu'au moment de la sélection. Voilà, en fait, ce que vous dit pas Eric, c'est qu'il a gagné la compétition, quoi. Mais c'est pas le fait qu'il ait gagné la compétition qui l'a fait partir, c'est que le fait d'avoir gagné la compétition lui a ramené suffisamment de points pour être dans ceux qui pouvaient prétendre à partir au Rouge. On voit que cette scénette nous invite à penser à l'amont, mais en même temps à l'après aussi, j'ai envie de dire. Parce que peut-être que des annonces ou des sélections particulières changent aussi le groupe ou le collectif, j'imagine. Oui, mais c'est sûr, une annonce de sélection, c'est souvent quelque chose de brutal. Et les athlètes, en général, ceux qui ne sont pas sélectionnés sont souvent surpris, sauf s'il y a des règles, bien évidemment, qui sont connues à l'avance. Là, à ce moment-là, la sélection, elle se fait d'elle-même. Mais lorsque ce n'est pas le cas, il y a parfois, on voit bien chez la dernière personne, cette difficulté, quoi, cette tristesse qui t'a abandonné son sport parce qu'elle ne comprend pas pourquoi. Et je pense qu'un sportif doit savoir ce qu'il faut qu'il fasse pour pouvoir un jour prétendre à une sélection. Merci. Amaury, Lionel, je me tourne vers vous. Alors, un peu le même type de questionnement, même si, peut-être en natation, vu en tous les cas la façon dont vous sélectionnez, cette casquette, en tous les cas, sélectionneur-entraîneur, est moins pesante pour toi, Lionel. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces moments de sélection-là? Vous pouvez nous raconter, pareil, peut-être une anecdote commune qui pourra nous faire rentrer dans votre monde? Alors, sur une anecdote sur les sélections, il y en aura peu ou il n'y en aura pas, parce qu'en fait, en natation, c'est assez simple, il y a le chronomètre. Et la violence qu'on a vue tout à l'heure, qu'on a pu constater, elle est subie uniquement par le nageur à l'arrivée de la course quand il regarde son chrono et qu'il regarde son classement. C'est immédiat, c'est violent, c'est la même violence mais d'un autre type que de ce qu'on a vu tout à l'heure. Moi, ce qui m'a frappé un tout petit peu, pour ne pas connaître cette situation-là, c'est le manque d'empathie de la personne. C'était volontaire, je suppose, hein, mais en natation, il ne nous viendrait pas l'idée de ne pas accompagner, de travailler autour de cet échec, parce que c'est un échec. Hein. Et donc de laisser un jeune, plus ou moins jeune, dans cette situation d'échec sans aucun accompagnement, c'est quelque chose qui me paraît moi un peu difficile. Et ensuite, nous, la seule fois où on se retrouve dans cette situation, c'est éventuellement de dire de sélectionner des nageurs pour un stage, de sélectionner des nageurs pour une compétition de préparation où il n'y a pas de critères totalement objectifs et il y a un peu d'humain, mais aussi des paris. Et là, on est parfois effectivement dans ce type de questionnement, mais sans cette violence, parce que ce n'est que des étapes intermédiaires. D'accord. Juste pour préciser, quel type de précautions peux-tu prendre à ce moment-là quand effectivement il y a des annonces de sélection pour un stage même? Alors, l'échec, on ne peut jamais en parler, sinon ça arrive. Je pense que c'est un peu un truc commun dans tout le sport, donc on ne l'envisage pas. On se prépare toujours au mieux. Maintenant, dans un petit coin de nos têtes, les entraîneurs, les encadrants, on doit le préparer quand même, parce que derrière, il y a quelque chose, il y a la vie qui continue de tout le monde. Et donc, on essaie de l'anticiper en étant prêt soi-même, en ayant les différents cas de figure. Et puis, nous, en natation, d'avoir un petit schéma qui est, on va laisser 2-3 minutes le jeune ou le sportif récupérer, et puis très vite, il faut l'accompagner, parce que c'est difficile. Ok. Amaury, ton point de vue sur cette situation? Bonjour à tous. Bonjour Amaury. Le point de vue, c'est assez délicat. Comme Lionel l'a dit, on avait des chronos, donc le temps est juste, c'est assez facile. C'est plutôt ce que Lionel dit à la fin, quand on va plutôt rater un podium, par exemple, ou une pseudo-sélection pour la finale, où on rate des séries ou des demi-finales, où là c'est très dur et c'est là où l'entraîneur intervient beaucoup. Ça m'est arrivé quand même pas mal de fois. Tu peux nous raconter une situation particulière, en tous les cas celle qui te vient? Une situation, de mémoire, ça devait faire partie de mes premiers chemins d'Europe petit bassin. C'était un 200 mètres nage libre. Visiblement, il s'en rappelle aussi. Moi aussi, très bien. Mauvaise histoire. Je fais les séries, j'ai le premier temps et j'explose mon temps. J'explose mon temps. Je suis premier des séries, on va en demi-finale. Je suis encore devant tout le monde, c'est exceptionnel. La victoire, c'était quasiment impossible, mais impossible n'est pas le mot. Et il y a cette finale, j'ai pas dormi de l'après-midi, j'étais trop focus sur l'après. Je pense que beaucoup de sportifs ici présents qui ont un préparateur mental, vous travaillez avec ça, où on pense tous au moment où on va passer la ligne d'arrivée, où on va toucher le mur. Tout ce qui est après, pas l'instant présent, c'est ça qu'il faut travailler. Bref, ça je ne le travaillais pas du tout. Et je me mets à partir sur cette course, premier virage je le rate, deuxième virage je le rate, troisième virage je le rate,
Quatrième virage, je le rate, il reste que 500 mètres dans la course. Et donc, je termine, je crois, 6e, 7e. Même pas dernier. Donc, j'ai pas été puni. Je sors de la course, j'ai honte. Et je suis un peu énervé après. Je vois Lionel qui est rageux aussi. C'était grave. Mais voilà. On en a rigolé sur le coup. C'était ma première compète, donc c'était l'expérience. Et après, il y a une deuxième anecdote qui est un peu plus marrante. À Durban, en Afrique du Sud, on avait... À Mulhouse, on est connu pour nager énormément. À l'époque, il m'avait mis sur les 400 mètres. J'avais pas forcément envie de les faire, mais j'avais la caisse. En série, au lieu de faire 400 mètres, je fais 350 mètres. C'était en bassin de 25. Donc moi, je ne comptais pas quand je nageais. J'étais devant, donc je me suis arrêté. Je me suis dit, ça fait quand même longtemps que tu nages. Sauf qu'en fait, ça semble long, c'est ça. Lionel râle, mais je refais 50 mètres. Lionel râle, on va au déjeuner. L'après-midi, à la finale. Avant la course, il me dit, tu fais 350, je te fais mal. Je fais ma course, j'oublie où j'en suis. Déjà pendant 200 mètres, il y avait les écrans, donc j'essaie de regarder le temps où j'en suis, mais je voyais rien, j'avais de la buée dans les lunettes. Je m'arrête, je touche le mur. J'entends une chaise en plastique de camping exploser au bord de la piscine. Là, je comprends que c'est Lionel, et là, je vois pareil, la même chose, les autres qui font le virage à côté de moi, et je repars pour faire le... Il a fait 2 fois dans la même journée. Il s'est arrêté au 350 d'un 400. Bravo. J'étais dans mes pensées. Bravo. J'étais occupé à bien nager. Peut-être une question, parce que tous les deux, vous avez dit ce qui est important, c'est l'accompagnement de l'échec. Alors si on se pose sur ce plan-là, est-ce que toi, Amaury, tu as senti là être accompagné, ou peut-être pas assez, ou qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'on voit qu'il y a une constante, c'est Lionel râle. Okay. Ça, on a pas bien forcément compris. râler, par exemple. Un exemple typique, c'est plutôt de l'extra-sportif, et ça joue beaucoup sur le plan sportif, tout simplement. C'est comme un caillou dans la chaussure, on peut marcher 100 mètres, mais faire 40 km, c'est compliqué. J'ai été au début de ma vie très mauvais gestionnaire avec mon argent, et j'ai fait banqueroute. Lionel m'a beaucoup aidé, il m'a hébergé, il m'a aidé à me refaire, on va dire, une santé financière et à comprendre des trucs. Et c'est là où moi je me suis senti que l'entraîneur est là. J'ai perdu mon père, il était très tôt quand j'étais petit, et voilà, et il a pris cette place sans l'être. Mais c'était l'entraîneur et mon conseiller, et dans le sport, c'était la même chose. À chaque fois, un sportif, c'est soit ça marche pas. C'est rare que ça soit entre les deux. Et moi, c'était rare aussi que ça soit entre les deux, et à chaque fois, il était là justement pour me soutenir et pour me dire, là, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. 2008, on sort des Jeux, donc j'avais fait 2 médailles d'argent, tout était bien. On s'est mis ensemble sur une table, il m'a fait un tableau, il m'a dit voilà, ça c'est le triangle de la performance. On s'est mis des mots à certains endroits qui correspondaient à ce que je devais faire. Et chaque entraînement, chaque fin de semaine, on se mettait une note ou une lettre, genre A pour très bien, voilà, vous connaissez la suite. Et on s'est mis dans le schéma, et il a toujours été comme ça, à chercher à optimiser ce qu'il avait en face de lui. Peut-être juste une toute dernière question, assez rapidement, Eric, excuse-moi. Sur cet accompagnement, au regard des entraîneurs, au regard d'un échec éventuel, qu'est-ce qui se passe pour toi? Bah oui, effectivement, la sélection, quand ça se passe bien, c'est facile d'accompagner un sélectionné et de l'amener à performer le mieux possible. Mais encore une fois, je pense que la qualité de l'accompagnement dépend du cadre qu'on pose et qu'on fait vivre. C'est-à-dire que le sentiment d'injustice, il est très souvent justifié par des repères flous. Et les sportifs n'aiment pas tellement le flou, quoi. Même si tout n'est pas cartésien dans la performance, ils aiment bien savoir dans quel cadre ils évoluent. Michel, oui, juste renforcer ça, il ne faut pas oublier que, nous on parle qu'il n'y a pas de règles de sélection qui sont optimales, hein, parfaites, mais pour rappeler qu'on évolue dans un sport comme l'escrime et qu'on est un sport d'opposition, qu'on a besoin tous à un moment donné d'être des partenaires d'entraînement, et que s'il y a vraiment des problématiques dans les sélections, on pense qu'il y a du favoritisme, ça crée vraiment les conditions à l'entraînement qui sont très négatives. Et pour un accompagnement, je veux dire, on voit bien que la sélection elle est annoncée. Ça ne discute pas pendant les annonces, la plupart du temps pendant les annonces de sélection, rien que par respect souvent pour ceux qui ont été sélectionnés. Je crois que l'entraîneur doit créer les conditions derrière d'une réunion juste après, peut-être le lendemain, sur le lendemain, avec les athlètes qui, eux, ont besoin de s'exprimer, leur laisser toute la place à cela, et qui sortent de cette réunion en sachant quoi faire pour l'année suivante. Merci à vous 4. Alors, la suite veut peut-être, tu me permets de rajouter quelque chose, peut-être avant que
poser des questions au public. J'aimerais vous présenter Sylvie Pérez. Alors, j'ai un vrai défi, 90 secondes. Je vous invite à regarder la diapo qui vous illustre son parcours universitaire et professionnel. Mais moi, Sylvie, sache que je suis vraiment content que ce soit toi qui anime. Voilà. Je suis content parce que tu t'es tellement intéressé à nos métiers d'entraîneur, à nos métiers de DTN. Tu as cherché à savoir qui on est, d'où on vient. Tu as cherché à savoir quels sont nos projets, comment on les construit, et quelles sont nos organisations. Tu es allé voir là, tu es allé scruter comment on les manage, tu es allé voir comment on agit, peut-être aussi comment on bricole parfois la performance. En fait, bref, tu as cherché à voir comment on pouvait créer les conditions ou pas de l'émergence de la performance. Et puis moi, je voudrais, à titre tout à fait personnel, si tu me le permets, on avait dit pas de mais c'est les moments, mais si. Ça commence. Te dire en fait. Je pars pas à la retraite encore. Non, tu pars pas à la retraite, mais moi oui, donc voilà, c'est peut-être le seul moment où je vais pouvoir lui dire. donc j'en profite. Bon, te dire que tu es dans la vie, justement, comme je vais partir bientôt à la retraite, la vie d'un parcours professionnel est toujours. On fait toujours fait de rencontres. Et il y a des belles rencontres, tu fais partie de mes belles rencontres. Et tu as surtout par ton questionnement, dont c'est un questionnement qui est toujours très pointu, mais très, très accessible, avec ton énergie, ton accent là, de Perpignan, etc. Et puis aussi ton art, ton art de remettre les choses en question, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Tu as tout quoi, pour moi, tu m'as fait comprendre que toutes les expériences qu'on a pu acquérir durant nos métiers, durant ma carrière, en fait, c'est des véritables connaissances, et sans vouloir opposer la science, mais c'est aussi comme les connaissances scientifiques. Et je te souhaite une bonne continuation dans ton animation. Merci Michel, merci beaucoup. Alors là, je suis censée vous donner le micro. En tous les cas, quelqu'un va vous donner le micro, parce que là, j'aurais du mal à poser une question peut-être intelligente. Donc, je vais vous laisser faire. À vous, n'hésitez pas. C'est le jeu, hein, vous avez compris que vous étiez acteur de cette séquence, donc on y va. Amélie, peut-être, présentez-vous un peu systématiquement, parce que même si on connaît bien Amélie, c'est bien de recaler les choses. Merci Amélie. Amélie Cazé, ancienne pentathlète de haut niveau qui a fréquenté l'établissement de 2012 à 2014. J'avais une question, alors du coup il n'y a plus d'interlocuteur, donc je ne sais pas qui va me répondre. Oui, ils sont tous partis. Ben oui, c'est pas grave, il fallait rester sur scène. Je vous ai pas rappelé. Remonter sur scène, on va laisser se réinstaller. C'est les aléas du direct, vous comprenez bien. Donc ma question, peut-être qu'elle va s'adresser un peu plus à Eric par rapport, parce que je vais rebondir sur tes propos, sur effectivement accompagner les athlètes non sélectionnés, donc en échec. Ça semble presque une évidence, mais comment on accompagne les athlètes sélectionnés? Ça semble une évidence que ça devient facile pour eux, mais finalement, l'obstacle, il est encore... parce que le but, c'est pas d'être sélectionné, le but, c'est d'aller gagner derrière. Donc, quel accompagnement pour les sélectionnés qui doivent affronter, ou en tout cas faire face à la compétition? J'aurais du mal à te donner de recette toute faite, parce que j'ai été sélectionné... On a la chance en escrime d'avoir un championnat du monde tous les ans, sauf l'année des Jeux, donc sur 16 éditions, sur 16 rendez-vous, alors un rendez-vous mondial ou olympique, j'ai coutume de dire que j'en ai raté 13. J'ai été sélectionné 13 fois pour rater, puisque je n'ai pas fait de médaille. Et j'en ai gagné 3, donc une fois au jeu et 2 fois au championnat du monde. Donc je serais bien incapable de te dire ce qu'il faut faire automatiquement pour accompagner entre la sélection et le rendez-vous final, le rendez-vous majeur de la saison. Il y a sûrement plein de choses qui dépendent à la fois de la relation entraîneur-entraîné. Moi, j'ai jamais eu j'ai connu plusieurs entraîneurs sur une carrière aussi longue, et j'ai jamais eu de problème relationnel avec aucun des entraîneurs que j'ai eu la chance de croiser. J'ai toujours eu le sentiment que dans des styles différents, ils m'avaient tous apporté quelque chose, ils m'ont tous permis de me construire. Et donc, c'est pas un moment spécifique, à mon avis, la phase terminale de préparation. C'est vraiment une routine. On a nous, cette spécificité que tu connais bien, parce qu'on s'est croisés, les pentathlons et les escrimes, on se croise très, très régulièrement. On a cette spécificité d'avoir un entraîneur qui est aussi un des sélectionneurs. Donc c'est quelqu'un qu'on voit du premier jour au dernier jour de la saison,
Et ça, c'est peut-être ce qui explique que quand les relations sont bonnes, bien évidemment, ça se passe bien du début à la fin, y compris dans cette toute dernière phase de championnat, parce que les derniers jours, les dernières semaines, c'est toujours intéressant. Ça permet aussi de dire que le temps de sélection, il est plus ou moins long, il ne dépend pas forcément que du sélectionneur, il y a des étapes de fédération internationale, de championnat qui sont des étapes de calendrier qui s'imposent à tout le monde, mais il faut, avec l'expérience, essayer de réserver un temps suffisant pour la phase de préparation. Il ne faut pas que les sélections, alors certains sports n'ont pas le choix, je pense des fois à l'athlé où ils attendent le tout dernier moment pour arrêter une sélection, mais quand on a la possibilité de le faire, il faut vraiment se réserver un temps suffisamment long de préparation. Évacuer à la fois la joie est peut-être excessive pour les sélectionnés et la déception pour ceux qui vont ne pas concourir mais qui vont servir de partenaires d'entraînement. On a connu ça avec des non sélectionnés qui n'avaient pas forcément toujours le comportement adéquat. Michel l'a dit tout à l'heure, les opposants de la compétition sont aussi les partenaires d'entraînement. Ça, c'est valable tout au long de la saison, mais c'est aussi valable dans la dernière phase de préparation. Merci Eric. D'autres questions, n'hésitez pas. Oui. Oui. Bonjour, Corinne Callon, parcours de DTN de la gymnastique, actuellement dans le groupe Performance 2024, Mission Anesta. Effectivement, le recrutement et la sélection sont des chemins de la performance avec des moments très tendus. On sait qu'il n'y a pas de recette. Quels sont les... Alors, n'importe qui peut répondre, que ce soit sur la scène ou dans la salle. Quelles sont, de votre point de vue, les qualités ou compétences incontournables d'un bon sélectionneur? Alors, j'entends bien que dans certains sports, tels que la natation, où parfois le sélectionneur, c'est le chronomètre. Donc, facile, j'allais dire, quoique. Et notamment dans des sports où il n'y a pas que le chronomètre, et j'allais dire, et encore, la subtilité qui fait que parfois le très bon sélectionneur a besoin de se garder une intuition pour dire qu'à la fin, lui, il sent bien tel sportif ou il sent pas bien l'autre sportif. Et il faut savoir parfois lui faire confiance parce que ce choix, il est juste. Donc, quelles seraient les qualités premières d'un bon sélectionneur? Lionel? Michel? Moi, je vais bien essayer d'apporter quelques éléments de réponse, mais il n'y a pas une réponse. Il y a un moment donné... Sélectionner, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de poser les critères qui vont nous aider à prendre cette décision. L'intuition, bon, c'est certainement la nourriture de nos expériences, certes, c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas suffisant, quoi. Parce qu'une sélection, elle doit être apaisée. C'est-à-dire que, comme disait Eric tout à l'heure, ou par rapport à la question, à un moment donné, quand vous avez un mois de préparation, il faut vraiment qu'à un moment donné, l'ensemble du collectif se tourne vers le projet des 4 qui ont été sélectionnés, c'est-à-dire d'aller chercher la médaille d'or, quoi. Donc si la sélection elle n'est pas apaisée, ça y aura beaucoup de tension. Ou alors il faut sortir du collectif tous ceux qui ne veulent pas jouer le rôle, ce rôle de partenaire. Et ça, c'est... Enfin, moi, je ne le conçois pas, ça. Je ne le conçois pas parce que quand on est entraîneur national, on a 16... Enfin, moi, j'avais 16 personnes et je manageais 16 personnes tout au long de l'année. Donc, c'était des problématiques de management que je devais résoudre. C'est-à-dire que moi, si je n'accepte pas qu'à un moment donné, quelqu'un ne combatte pas l'entraînement, ce n'est pas le fait simplement de le dire. Il faut que je pose derrière une organisation qui va faire que, à un moment donné, j'en comprenne que c'est important. Et c'est vrai que quand on pose une sélection qui est claire, donc chacun comprend pourquoi il a été choisi et qui n'a pas été choisi, qu'à la fin, il sait ce qu'il aura à faire pour pouvoir prétendre à une sélection l'année prochaine, se mettra au service du collectif pendant, par exemple pour nous, c'était toute la période estivale. Pour reprendre ce que disait la dernière personne qui a pété un plomb parce qu'elle n'est pas sélectionnée, il faut bien entendre tout ce qu'elle a dit. J'ai tout donné, j'ai sacrifié mon été, j'ai sacrifié des études, etc. etc. Je ne sais pas si elle a raison ou tort, peu importe. Mais en tout cas, c'est son sentiment à ce moment-là. Et ces sentiments-là, s'ils sont véhiculés, ça crée des conflits très larvés. Et on ne s'en rend pas compte si on ne crée pas les conditions derrière d'une vraie discussion après la sélection pour ceux qui ne sont pas contents. Ces conflits larvés, elles peuvent vous pourrir toute l'existence, tout un stage et les résultats qu'il y a derrière pour l'événement.
Lionel, tu veux rajouter quelque chose peut-être? En allant très très vite, c'est du vécu. Nous, effectivement, c'est le chronomètre. Donc on sort de ce problème, sauf quand il y a les relais. Et là, on y rentre à plein. Et sans la culture peut-être alors de cette sélection, etc. Et on a des critères qui sont, comme l'a dit Michel, théoriques et un cadre qui est bien posé. Et on l'a respecté pendant des années. Et ce cadre nous faisait perdre. On l'a changé en 2012 pour les Jeux de Londres. On est sorti de ces critères. Patrick est dans la salle, il sait exactement de quoi il s'agit. On a perdu le relais en 2008 à Pékin sur l'ordre du relais, sur une décision des cadres, sur une décision du DTN, qui a été à l'encontre de ce que voulaient faire les nageurs. Ça nous a tous très marqués. Ça a été un moteur pour l'Olympiade suivante, d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre nous, des acteurs de la natation française. Et en 2012, avec Christian Nonzé comme DTN, on s'est dit plus jamais ça. Et on a décidé de mettre au milieu du relais deux Niçois qui s'entraînaient ensemble, qui étaient des copains. Et c'était assez irrationnel parce que le troisième, le quatrième nageur qu'on a fait nager dans le relais avait fait le 6e temps du matin. En effet. Et on bat les Américains. Voilà, bon, c'est un peu le contre-pied de ce qu'a expliqué Michel, mais comme quoi il n'y a probablement pas de vérité. Ce qui compte à la fin, c'est de gagner, quoi. Non, mais après, c'est pas forcément contradictoire. La différence, c'est que une équipe de France d'escrime, d'épée, elle vit au quotidien 2 entraînements par jour ensemble tout au long de l'année. Vous, c'est plutôt des regroupements, des clubs, etc. Donc c'est un petit peu différent, quoi. Donc, Amaury, tu voulais, je crois, excusez-moi, rajouter quelque chose sur ça. J'ai vu que tu... Non, Lionel parlait des relais. Oui. Ce qu'il faut savoir, en 2008, et en natation, ils prennent les 4 ou les 6 premiers des finalistes des championnats de France. Il y a un temps, mais en général, les 6 ou 8 font le temps. C'est que 20 minutes avant cette finale, on doit être dans la chambre d'appel. Et donc 20 minutes avant, l'ancien DTN, qui est passé par l'INSEP, je crois, Claude Fauquet, avait changé l'ordre qu'on a, nous, nageurs, avions décidé le matin, juste après les séries. Et il nous dit, de toute façon, si on doit gagner, on doit gagner. En fait, c'est là où le sélectionneur doit changer, peu importe le sport, je pense. C'est pas s'il doit gagner, il va gagner. Il faut prendre les meilleurs et faire la meilleure combinaison. Donc, c'est bien qu'il écoute ses cadres, les entraîneurs, mais c'est bien que l'athlète aussi soit écouté. Et en 2012, effectivement, avec Christian, avant les relais, nous, les nageurs, on s'était réunis. Bon, je vais faire une confidence, mais on a dit à Alain, il nous a fait perdre en 2008, il ne nous fera pas perdre en 2012. Donc déjà, on était un petit peu tous sur la même longueur d'onde, que ce soit, il y avait les Niçois, les Marseillais, et moi, tout ça. et juste, on s'est focalisé là-dessus. Après, on s'est dit, le matin, le relais optimal, ça sera ça. On l'a proposé au cadre de la fédération, donc Lionel, à tout le monde, à Christian, et ils ont décidé. Et quand on fait des séries, ça se passe très bien, on est qualifié, je crois, avec le 3e ou 4e temps, donc il n'y a pas de problème, on n'est pas du tout favori, encore moins outsider pour avoir une médaille. En tout cas, nous, on a envie de le faire, de prouver qu'on peut le faire. Sauf que dans le bassin d'échauffement, on a Alain qui dit non, mais moi j'étais à 20%, mais c'est pas normal, je dois nager. Il y a eu des petits conflits, je ne sais pas si les cadres ils les ont vus. En fait, on était quelques nageurs à quasiment être sûrs que ce relais, on avait Jean-Fabien Gillot et moi, on était sûrs qu'on allait le faire. On s'est mis à récupérer, on a Clément Lefer et Yannick, on savait plus ou moins comment ça allait se passer. On a dit, nous, on récupère, faites votre truc, parlez-en. Par contre, c'est quand on finit le repas, on veut l'ordre des relais par SMS, on le reçoit et il n'y a pas de changement avant la finale. Et ça a marché, on a gagné derrière. Merci à tous les 4 de nous avoir fait accéder à ces coulisses, en fait. Merci beaucoup. Pendant que vous prenez place... et que vous vous remettez à vos places, juste peut-être un point avant d'enchaîner. Je crois que la question centrale qui est mise en avant à travers ces scènes-là, c'est, en tous les cas, il y a quelque chose qui tourne autour de comment préserver des relations individuelles dans des collectifs de travail, parce qu'on voit bien que ce qui se passe avant, pendant et puis après a des conséquences fortes sur la façon dont on gère ces collectifs, en sachant qu'il y a une problématique de fond autour de partenariat et compétition dans le cadre de ces collectifs-là en plus, quoi. En piste, pour ceux qui doivent intervenir maintenant. Allez, go. Petit intermède. Alors, bonjour à tous. On va vous proposer une petite pause. Donc pour ça, ça va être une pause musicale et debout, s'il vous plaît. Donc on va vous demander de vous lever pour nous accompagner sur du stretching.
Merci pour votre engouement. Musique. Alors, on va venir lever les bras, tirer vers le haut, on reste bien droit, on pense bien à respirer. On va basculer vers l'avant en faisant le dos rond et en fléchissant un peu les genoux. Voilà. On vient bien étirer. On revient. On relâche. On est reparti. On bascule maintenant vers l'arrière. Même chose, un tout petit peu, sans vous faire mal. Voilà. Pensez bien à respirer. On revient, on relâche. On est reparti une fois. On bascule du côté droit. Voilà. On revient au milieu. On respire. Du côté gauche. On revient. On relâche. Maintenant, on va venir étirer la nuque. On pose les deux mains. On laisse tomber la nuque. On met bien tout son poids. Là, on peut rester un peu plus longtemps. On relâche. Côté droit, on vient passer la main. On bascule. Pensez toujours à respirer, à vous détendre. On relâche. Même chose de l'autre côté. Super. Merci et on se retrouve tout à l'heure pour une deuxième section. Bonjour, bonjour tout le monde, ça va la forme? Bien, super. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, séance importante. Donc là, vous allez bien vous échauffer, vous allez passer vos tenues, et derrière, grosse séance d'assaut, intensité axée sur les déplacements le long de la piste et les rythmes de marche. C'est bon? Ouais. Allez, en place, c'est parti. Enfin, désolé, j'ai pris un bouchon de pain. Excusez-moi, coach. Oui, le dit qu'il y a. En fait, votre séance, je peux pas la faire. Comment ça, tu ne peux pas la faire? Alors, en fait, ça fait 3 jours qu'on travaille de manière super intensive et moi je suis claquée, quoi. J'ai vraiment besoin de me reposer, donc en fait je vais aller faire de la cryothérapie puis vous faites la séance sans moi. Et la planification, elle nous dit, il y a une planification à respecter. Tous les escrimeurs ici vont la faire, cette séance. Pourquoi toi, tu ferais différemment de tout le collectif? C'est moi ton entraîneur. Il te dit que cette séance, elle est bonne à faire pour toi, tu l'as fait, point barre. Non mais sur votre respect, coach, votre planification là, elle respecte pas mes besoins en fait. Moi j'ai besoin de me reposer. Donc c'est à vous de vous adapter. Moi je suis De pas m'adapter? collectif. C'est à moi de m'adapter. Ah donc clairement tu ne veux pas adhérer à notre projet alors, c'est ça? Dans ce cas-là, effectivement, tu as raison, on peut partir, il n'y a aucun problème, hein, c'est ça. Donc en fait, c'est ça, vous voulez pas comprendre. Bah, vous savez quoi, votre séance, je ne veux pas la faire. Tu ne veux pas la faire. Tu ne veux pas la faire. Qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de partir, c'est Mais ça? regardez bien là. Ouais, j'y vais Fais là. attention à ce que tu vas faire, si tu quittes cette salle, tu ne monteras plus jamais les pieds ici. Bah regardez, je la prends là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Allez au boulot les autres, on y va. Elodie, reviens là. Allez, Michel, Lionel. Cette fois, accompagné, s'il vous plaît, de Peggy et John, si vous voulez bien. Alors, deuxième scénette qui pose une autre question en entraînement, en fait, c'est comment peut-être prendre en compte la singularité des athlètes dans des séances d'entraînement, en tous les cas, dans, encore une fois, les collectifs d'entraînement. Alors, Michel et Lionel, une question un peu générique pour vous, mais j'imagine qu'avec votre expérience, vous avez construit un certain nombre, en tous les cas, de conceptions personnelles autour du projet de la performance. Comment vous partagez, parce qu'il est question de ça quand même dans cette situation, ce projet, ou à tous les cas, des conceptions qui vous sont singulières avec vos athlètes? Est-ce que vous faites ça, vous ne le faites pas?
à la fois dans la planif, à la fois dans les interactions. Ce qui est arrivé là ne doit pas arriver. Mhm. Donc effectivement, il faut essayer de poser un cadre en amont pour qu'il y ait un dialogue minimum, de l'information donnée, un partage, des valeurs et des objectifs communs. Bon, tout ça, je pense que c'est évident. Ce qui veut dire que même quand tout ça c'est en place, ce genre de choses arrive. Donc il me vient à l'esprit deux choses. D'une part, dans un premier temps, la réaction de la scénette de l'entraîneur peut paraître pas adaptée. Moi, je vous dirais que j'aurais pratiquement la même, qui est que c'est pas négociable. Que s'il y a erreur, c'est moi qui l'a fait, c'est pas l'athlète. Et que j'ai besoin aussi de cette erreur dans la conception de l'entraînement et dans ce qu'on va faire pour comprendre ce qu'on est en train de faire et pour l'améliorer éventuellement. Mais en partant des repères qu'on a construits, moi, avec d'autres gens autour de l'athlète pour aller à la performance, mais pas sur une décision unique de l'athlète. Alors après, une fois que j'ai dit ça, bien sûr, je vous ai parlé d'empathie tout à l'heure, je ne dirais pas, si tu sors, tu ne reviens plus jamais. Voilà, il y a quelque chose, il y a un entre-deux à trouver, mais c'est vrai que c'est une situation basique qu'on a tous rencontrée. Peut-être, Michel, pour poursuivre, une question un peu plus précise. Comment on construit ce cadre non négociable? Parce qu'on entend ça dans la bouche de Lionel. En fait, ce cadre non négociable, il doit être analysé par rapport à une modélisation qu'on pourrait avoir de la situation de compétition. C'est-à-dire quand on regarde une situation de compétition d'escrime, on s'aperçoit en fait qu'effectivement, c'est jamais les mêmes qui gagnent. Ils sont grands, petits, gauchers, droitiers, attaquants, défenseurs, contreurs. Donc ça, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, la singularité des individus. Chacun est différent. Mais quand on regarde aussi les situations de combat qu'il y a à l'intérieur, elles sont aussi singulières, parce que c'est jamais deux fois la même chose. Et en fait, quand on arrive à faire le mixte des deux, on crée de la contingence à l'entraînement. Et si on manage ça, les séances de combat, c'est l'élément pour moi le plus important de mon entraînement. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si c'est l'élément le plus important, ça ne se négocie pas. Une séance de combat, si elle est planifiée, tout le monde doit être là. Et c'est à moi, à l'intérieur de cette organisation, de respecter évidemment les singularités de chacun, dans leur ligne de style, etc. Mais, et de regarder, d'observer ce qui se passe. Parce que ce n'est pas tout d'organiser et d'expliquer. Après, il faut que tu regardes avec tes yeux si ça se combat vraiment. Et là, notre table d'entraîneur commence, quoi. D'accord. Pour prolonger, peut-être avec John et Peggy ce coup-ci. Alors vous, pareil, même question, mais comment est-ce que vous prenez en compte peut-être le point de vue des athlètes dans de l'interaction en entraînement comme ça? Parfois vous le prenez en compte, parfois pas du tout. Où est la limite dans ça? C'est pas si simple. Hein? Oui, exact. Comment on prend en compte l'athlète? En tout cas, nous, redire que c'est pas une individualisation, pardon, mais c'est bien un sport co et c'est une succession d'individualités qui nous permettent de faire exprimer le collectif dans un objectif commun. Donc par rapport à ça, nous, on va peut-être pas prendre les 23 meilleurs, on va prendre quelques meilleurs, forcément, et associer à tout ça les athlètes qui permettent de faire le meilleur collectif. Donc déjà, la différence, elle est là. Après, quelle relation on a avec les entraîneurs pour permettre de partager une victoire? Je vais prendre un exemple, la Chibilis Cup, donc j'ai la chance d'être entraîneur adjoint, et Olivier Chouafny fait des choix, on joue les États-Unis. Par rapport à ça, moi, en tant qu'adjoint, je dois lui faire ou lui faire prendre la bonne décision. On a deux choix, on joue les États-Unis, on joue en 5-4-1. On les a toujours joués, on a toujours joué 5-4-1, on joue la défensive en gros, et on perd à chaque fois. Là, on joue chez elle à Washington, c'est la finale du tournoi. Écoute, on joue haut, on peut jouer en 4-3-3, on va les presser, on va chercher à récupérer le ballon haut. Défensivement, bien sûr, on a un travail du staff qui fait qu'on a bien analysé, on sait les problématiques des États-Unis sur le plan défensif. On a la possibilité d'aller les chercher haut et de gagner ce match. Résultat, on gagne 3-0. Pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a choisi cette stratégie de jouer en 4-3-3? Parce qu'on a été voir 2-3 joueuses cadres et qu'on a partagé ce projet commun. On a 23 joueuses, pas forcément les 23 meilleures. D'accord. Bruno Bini, Coupe du Monde 2011, il laisse Sarah Bouhadi à la maison. Il laisse Amandine Henry à la maison. Didier Deschamps, Euro 2018, il laisse Karim Benzema à la maison.
Alors ce sont des choix que le sélectionneur fait avec son staff, comme il le disait tout à l'heure, parce qu'un seul homme n'existe pas, c'est toujours le collectif qui prime. Et dans ce cas-là, la relation par rapport à l'athlète fait que sur un sport collectif, on ne peut pas donner une directive et la faire descendre jusqu'en bas. C'est que, et le hand le fait très bien, je vois Philippe avec les filles, c'est que ça émane Crumbles, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a changé dans son management. Il a pris 2-3 cadres. Comment tu veux jouer? On joue à 6-0, on joue à 5-1. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'on fait? À partir de là, les filles s'inscrivent dans le projet et permettent d'atteindre l'objectif commun. Donc la différence, elle se fait ici pour, je pense, pour un sport. En tous les cas, ce qu'on entend fort, c'est un partage des décisions là, nécessaires pour s'engager dans un projet commun. Je crois que c'est en tous les cas cette idée-là. Oui. D'accord. John, un peu le même type de questionnement. Alors, comment on s'y prend? Bonjour à tous déjà. Bonjour John. Contrairement au foot, nous, on prend les meilleurs. C'est le but du jeu. Quelque part, c'est le but du jeu. Même si cette notion de groupe et d'équipe est essentielle chez nous, on passe quasiment 250 jours par an ensemble, donc il est important d'avoir une place au sein de ce groupe-là. Et c'est le groupe qui tire chacune des individualités vers le haut. Et au niveau des sélections, effectivement, et des détections, c'est très compliqué, mais il faut faire des choix judicieux et intelligents. Et pour en revenir au thème précis, un conflit avec des athlètes au niveau de l'entraînement, c'est sur des choix de compétition ou alors des choix d'entraînement pur. La majeure partie du temps, on doit quelquefois forcer les athlètes à se reposer. Alors j'ai une histoire, c'est un boxeur qui se sentait bien et qui avait envie de travailler, alors qu'on voyait que tous les capteurs étaient un peu au rouge, on sentait qu'il était fatigué. Et on a dû lui imposer, le forcer à se reposer, à ne pas mettre les gants. On faisait un stage assez compliqué, assez dur avec les Cubains. Et il a fallu qu'il se repose. Lui était dans un état d'esprit où il avait des comptes à régler, parce qu'un Cubain lui avait mis des coups sur une autre session d'opposition, donc il voulait à tout prix régler ses comptes au risque de se blesser. À l'approche des Jeux, donc il a fallu le forcer, il a fallu discuter. Beaucoup de discussions, beaucoup de communication, c'est essentiel et important, je pense, à haut niveau. Et à contre-cœur, il s'est reposé, puis il est revenu un peu plus fort et il était mieux. Il a fini vice-champion olympique, donc c'est pas négligeable. Quand tu dis il a fallu discuter, qui discute précisément avec ce boxeur-là, enfin? Ça passe par plusieurs phases. Alors déjà, il y a l'aspect médical qui est important, qu'il ne faut pas négliger, qui nous signale déjà qu'effectivement il est fatigué. Et puis après, c'est la personne qui est le plus proche de cet athlète qui va être capable par des moyens différents, des verrous à débloquer de façon différente, des discussions un peu qui ne rentrent pas forcément sur le domaine sportif, mais un peu plus personnel par rapport à son état d'esprit, parce que c'était un athlète qui était assez combatif. Et de canaliser, chose très difficile. Et puis je dirais que cette anecdote a permis de le canaliser pour la compétition olympique, et ce qui lui a permis après d'être médaillé. D'accord. Merci. Toujours dans la même lignée, parce qu'on en vient un peu là à la gestion de conflits quand même, on voit bien que ça émerge un peu de cette thématique-là. Est-ce que vous avez, encore une fois, des histoires qui puissent nous faire comprendre comment gérer un conflit dans un collectif? Parce que vous êtes quand même sous des formes collectives plus ou moins forcées, mais en tous les cas, comment on s'y prend? Parce que ça émerge à tout moment, peut-être au moment, enfin on dit souvent, hein, ça ne vient pas forcément de là où ça fait le plus grand bruit, hein, les problématiques de conflit. Vrai. Donc, moi je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est d'identifier la nature du conflit. Là, on voit bien sur le conflit de la Sénète, c'est un conflit sur les valeurs. Et je pense que lorsqu'on laisse déraper un conflit sur le champ des valeurs, c'est très, 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 très difficile ensuite à revenir en arrière, quoi. Ensuite, il y a d'autres conflits sur un retard à l'entraînement. Je veux dire, il faut déjà s'intéresser aux raisons pour lesquelles la personne est en retard. Je pense qu'il faut respecter les personnes. Je pense qu'il faut d'abord s'intéresser à la nature du conflit, à l'importance du conflit avant. Voilà. Là, c'est parti dans la Sénète, c'est sympa parce que c'est parti tout de suite en live. Bon, sur une athlète qui, au début, elle a interrogé très gentiment. Hein. Bon, l'entraîneur, il commence à y monter dans les tours, quoi. Mais du coup, en même temps, derrière, il y a plein de choses qui sortent, quoi. Donc, tout ce qui est peut-être larvé était en train de sortir. Le problème, c'est que ça sort devant tout le monde, etc. C'est pas toujours le moment opportun, ce qui fait que l'entraîneur, il a du mal à prendre de la hauteur et ça part dans tous les sens, quoi. Et après, je pense que c'est aussi, par rapport à ce que tu parlais des conflits larvés, c'est savoir à qui tu as affaire. Parce qu'en général, tu as affaire à, on va dire, à 3 genres de personnes. Celui qui te dit non, mais qui pense non. Ça, c'était Hugo Brie chez nous. Quand il n'était pas d'accord avec toi, il te le disait, te le balançait dans la gueule. Au moins, tu savais qu'il n'était pas d'accord.
Il y a celui qui va dire oui, mais qui pense non. Ouais, on sait bien que c'est ceux-là qui sont les plus difficiles à gérer, hein, souvent. Mais en même temps, on peut se poser la question, nous, coachs, est-ce que c'est pas nous qui créons les conditions des conflits larvés? C'est-à-dire que si on laisse jamais la place à la parole, si on laisse jamais un groupe s'exprimer, si à chaque fois que quelqu'un nous dit quelque chose, on l'envoie balader, on l'écoute pas, la seule place qui lui reste à s'exprimer, c'est dans les vestiaires, quoi, voilà. Et puis il y a la troisième personne, je vais dire celle qui pense comme toi, mais qui va dire non, quoi, mais qui est un peu en duel sur toi, qui en général veut te piquer ta place ou t'emmerder, quoi. Lionel ? Il y a plusieurs types de conflits aussi. La natation, enfin, tous les sports de haut niveau, c'est des grosses charges de travail. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre un cadre de travail dans l'entraînement qui fait qu'on n'arrive pas à ces extrémités-là. Le but du jeu, c'est de travailler 4-5 heures par jour, ce qui est énorme, comme tout le monde, mais de l'avoir avec malgré tout un certain plaisir. Je dis quand même malgré tout, hein, j'en suis bien conscient. Et d'enlever le plus possible le facteur émotion, y compris d'ailleurs pour déboucher sur quelque chose dans la compétition qui est automatisé. Je disais un truc hier sur le match de rugby des Français dimanche qui fonctionne à l'émotion, qui essaye de faire des coups en face d'une équipe d'Anglaise qui est une machine. Voilà, bon, on a d'un côté la réussite, la perfection de ce que c'est le sport de haut niveau et de l'autre côté à peu près, quoi. Et dans l'entraînement, ça veut dire donc que quand on travaille beaucoup, on doit faire beaucoup, on doit mettre un certain niveau d'intensité, mais pas au-delà. Parce que sinon, tôt ou tard, on se retrouve en situation d'échec. Il faut donner du temps. Il faut viser à très long terme. C'est comme ça que j'essaye de faire. Merci. John, tu voulais rajouter quelque chose? Je veux dire qu'il y a plusieurs types de conflits au sein d'un groupe. C'est que des fois, il peut y avoir conflit au sein du groupe même. Et si le problème n'est pas réglé assez rapidement, ça peut ensuite dégénérer au niveau d'encadrement aussi. Et dans le sens où, par exemple, nous, en boxe, nos stages ne dépassent jamais 12 jours. Parce qu'au-delà de 12 jours, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup déjà, il y a beaucoup de concurrence déjà entre les boxeurs. Des fois, des boxeurs sont dans la même catégorie, donc ils sont là déjà en sélection. Et au bout de 12 jours, ça commence à finir en bagarre, souvent. Donc il faut très rapidement, alors on réduit les stages à 12 jours, pas plus, et très rapidement, lorsqu'il y a un problème, essayer de le résoudre rapidement. Mettre le groupe face à lui-même, face à ses responsabilités, et puis surtout essayer d'y apporter les meilleures solutions. Est-ce que vous pourriez nous raconter une histoire qui pose le fait qu'à un moment donné, justement, vous n'avez pas vu l'émergence d'un conflit? C'est-à-dire que ça arrive alors que précisément, c'est un moment donné où on pouvait ne pas s'y attendre. Ouais, moi j'en ai un. C'était en fait quand je vous expliquais tout à l'heure, j'apporte beaucoup d'importance au rôle que jouent les athlètes. Quand ils sont adversaires en compète, ils sont adversaires. Quand ils sont équipiers, ils sont équipiers. Mais à l'entraînement, c'est des partenaires ensemble. Donc partenaires. Il n'y a pas de champion olympique, il n'y a pas de champion du monde, on s'entraîne, etc. Et on avait quand même quelques tensions dans le groupe. Hein. On a toujours des tensions. Hein. C'est jamais lancé ce hologramme plat. Et puis, je voyais bien, quand je dis coach, tu dois manager tout ça, tu dois jamais laisser passer. Mais des fois, bon, il y a des choses que tu laisses passer. Il y a des histoires qui sont tellement lointaines, etc., qui sont des conflits qui sont sur le champ des valeurs. Et à un moment donné, tu t'en sors pas forcément, quoi. Et on était en stage à la Havane. Et là, c'était Robert et Hugues qui, à un moment donné, j'avais pas fait attention. J'ai dit, ça va se calmer. Et en escrime, c'est pas comme, enfin, on se fout pas sur la gueule comme ça, quoi. Mais c'est un peu différent, quoi. Et là, j'ai dû les séparer. Mais ce qui est marrant, c'est qu'après, ils sont devenus les meilleurs amis du monde, quoi. Donc là, voilà. Merci. On peut essayer d'échanger avec vous, si vous le voulez bien. Des questions de la salle? Oui. Je vous rappelle, présentez-vous, hein, c'est important pour nous. Bonjour, Baptiste Pierre, donc je suis athlète. Vous pouvez même vous lever si vous voulez, comme ça. Je suis athlète, je suis blessé, désolé. Je suis D'accord. athlète sur l'INSEP, donc en judo, dans la catégorie des moins de 80, et je suis aussi étudiant donc en licence 3 entraînement, ici. J'avais une question, je vais la trouver. Est-ce que vous pensez qu'il serait nécessaire de séparer sélectionneur et entraîneur, notamment par rapport à la relation entraîneur-entraîné? Ouais, bonne question, en plus qui recoupe largement la première et la deuxième scène pour le coup. Moi je pense que c'est essentiel de la séparer. Effectivement, après il y a plusieurs disciplines que j'ai pu connaître avant où c'est pas le cas dans mes autres missions. Nous, on a la chance justement dans le sport collectif d'avoir un sélectionneur qui aujourd'hui manage et donc peut prendre la position du sélectionneur. Et
dans la fédération qu'est le football, forcément on a les moyens de pouvoir être staffé de la meilleure des façons, et du coup on a plusieurs entraîneurs, d'où le fait que maintenant il y ait un entraîneur adjoint chez les gardiens, un entraîneur adjoint chez les défenseurs par ligne, un peu comme au rugby, et du coup ça donne la possibilité aux sélectionneurs de s'extraire, d'être au-dessus et d'être manager, le rôle qu'avait Arsène Wenger à Arsenal ou le rôle qu'a Didier Deschamps. Après effectivement c'est lui qui décide. Il va pas, Laurent Blanc, PSG, il était comme un sélectionneur. Jean-Louis Gasset faisait tout. L'entraîneur en tant que tel, c'est Jean-Louis Gasset. Aujourd'hui, c'est pareil avec Didier Deschamps et puis Guy Stéphane. Donc, je trouve nécessaire de séparer pour ne pas être imprégné. Après, il y a d'autres fédérations qui vont s'exprimer, où effectivement, c'est mélangé. Et ça peut porter. Moi, c'est plutôt l'opposé. Je dirais que l'entraîneur a besoin d'être sélectionneur. Pourquoi Je m'explique. Parce que l'entraîneur est celui qui est sur le terrain, celui qui est dans le ring, sur le ring, qui est dans le coin avec l'athlète, c'est lui qui est sur la piste, c'est celui qui est au sac, c'est celui qui crie, qui engueule, qui motive et qui sait et qui sent le pouls de son athlète. Et au moment de la sélection, face à deux boxeurs qui sont en concurrence, cette finesse au niveau de la connaissance de l'athlète, cette finesse au niveau de ses réactions face à d'autres adversaires est un élément qui est essentiel pour la sélection finale. Donc l'entraîneur, le sélectionneur, avec sa distance, il ne peut pas savoir. Et puis chez nous, les résultats ne suffisent pas. Il y a un boxeur qui peut faire des bons résultats, mais qui ne sera pas le plus performant. Le critère de sélection pour nous, c'est entre deux boxeurs qui sont bons, qui sont français, mais qui se sont rencontrés lors des championnats de France, va être celui qui va être capable de battre le plus de monde au niveau international. C'est le seul vrai critère, pas le championnat de France. Et c'est ce sur lequel on se repose. Et pour ça, c'est effectivement deux boxeurs qui sont proches les uns des autres. Il faut être capable de se déplacer avec eux, de les mettre sur des compétitions, de les opposer dans des situations très difficiles, de les opposer face aux mêmes adversaires, face à des adversaires différents, pour savoir. Et le sélectionneur, il a trop de distance pour un moment imposer et peser même sur le choix de la sélection. Donc je pense que l'entraîneur doit forcément être sélectionneur chez nous. Mais du coup, au point de vue de l'objectivité de la sélection. Tant pis. Merci. Qu'est-ce que tu perds d'un côté, tu gagnes de l'autre, en fait, je crois. C'est ça, c'est vrai. Tant pis, parce qu'à un moment, et ça revient à ce que je pense, moi, à un moment, on vit tellement de choses ensemble que c'est que un élément qui est essentiel chez nous, je pense, à mon sens, c'est une question de franchise. Il faut dire les choses, constamment, tout le temps. Et au détour d'une séance de sac, au détour d'un travail aux leçons, il faut dire à celui qui est moins bon, t'as pas été bon là. Il faut le dire tout le temps, faire des réunions et en parler. Pas forcément tout le temps des réunions, mais en parler régulièrement. Et quand la sélection est faite, tout le monde sait plus ou moins, il y a une tendance. Tout peut arriver à tout moment, et lorsqu'on annonce la sélection, on est capable d'expliquer pourquoi à tel moment celui-là n'a pas été bon, et parce que sur le long et arrivé à la fin, il y a tous les critères ne te permettent pas d'être sélectionné. Donc il faut être franc vis-à-vis des athlètes, il faut leur dire la vérité, et quand ça ne va pas, surtout le dire, et quand c'est rédhibitoire et que c'est terminé, il faut le dire aussi, et pas jouer sur le « je t'emmène avec moi, mais peut-être que lorsqu'on sait que c'est mort, c'est mort ». Peu importe, même si on a besoin de partenaires, parce que d'autant plus que nous en boxe, on a un sport de partenaires, on a besoin de partenaires, mais la franchise est plus importante à mon goût que le fait d'avoir un partenaire d'entraînement. Merci John. Alors j'ai vu deux mains se lever là au moins, David. Bonjour. Et puis Jean-Claude après. Je vais donner la parole d'abord à l'athlète Jean-Claude. David Larose, judoka, retraité depuis peu. Du coup c'était pour aller rebondir un peu sur ce que tu disais John, et par rapport au fait que tu penses que l'entraîneur doit être sélectionneur. Au judo il y a des athlètes qui s'entraînent à l'INSEP et d'autres qui font les séances de randonnée à l'INSEP mais qui sont complètement extérieurs au système. Et du coup, la question était, est-ce que ça biaise pas un petit peu le fait que l'entraîneur national s'occupe de la structure INSEP et en même temps soit sélectionneur par rapport aux entraîneurs, par rapport aux athlètes extérieurs? Mais ça, c'est le ratio INSEP à INSEP. Le choix, la sélection des boxeurs, en boxe en tout cas, ou j'imagine au judo, ne se fait pas sur qui s'entraîne à l'INSEP ou pas. Je parlais de 250 jours par an ensemble, on bourlingue à travers le monde, on fait des guerres partout. Donc c'est là qu'on teste et qu'on sent nos athlètes. C'est pas sur l'INSEP. L'INSEP, c'est la base. C'est le confort, l'INSEP. C'est le 4 étoiles. Et on est obligé d'aller s'entraîner dans des conditions assez difficiles pour pouvoir voir les réactions, l'évolution de nos athlètes. Et l'INSEP, c'est pas... Enfin, pour nous, en tout cas, c'est à l'extérieur qu'on se rend compte. C'est pour ça qu'on s'en entend, peut-être. Combien d'athlètes tu emmènes quand tu vas en stage à l'extérieur? Parce qu'il y a
je sais pas combien il y a de KT qualifiables, mais nous, il y a, chez les garçons, il y en a 7 chez les garçons et 7 c'est les filles. Et en fonction du nombre de jours que tu passes à l'extérieur, tu peux pas emmener tout le monde. Donc c'est-à-dire que déjà, pour emmener des gens en stage, tu es déjà en train d'écrémer. Déjà. Alors, la chance ou la malchance, on n'a pas autant d'athlètes qu'en judo. Donc, le écrémage se fait déjà en amont, déjà par le nombre de licenciés en boxe. Et puis, pas tout l'encadrement, mais on essaie de faire en sorte que les athlètes puissent sortir régulièrement sur des compétitions, sur des rencontres de PAPI, sur des tournois. Avec ça, on remarque un petit peu la façon dans laquelle ils se comportent, quels résultats ils font, même si ce n'est pas le plus important, comment ils se comportent, s'ils réagissent bien. Et puis, tout doucement, on arrive à détecter ceux qui sont capables de vivre en groupe, ceux qui sont capables de réagir positivement aux compétitions, à la dureté de la compétition, de l'entraînement. Et tout doucement, je dirais que la sélection se fait déjà en amont. Ensuite, il y a, par exemple, là, on est à l'approche quand même de la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Les championnats du monde ont lieu au mois de septembre. Et déjà, on a déjà entamé notre système de sélection, bien sûr. Mais certains boxeurs se sont déjà exclus, de par leur comportement, de la mauvaise gestion de poids. Et il y a tout un tas d'éléments qui nous permettent déjà d'extraire, de réduire déjà la masse de boxeurs potentiellement qualifiables avec lesquels on pourrait travailler. J'ai répondu à ta question. Merci. Jean-Claude, tu voulais... Regarde, il y a un micro qui va arriver. Je vais être... Tu peux juste te présenter, Jean-Claude. Je suis Jean-Claude Senot, le DTN du judo. Donc j'ai été interpellé par 2 judokas. Et je vais être entièrement d'accord avec John. Il est nécessaire que l'entraîneur soit sélectionneur au judo, malgré qu'on ait une commission de sélection qui regroupe donc tous les entraîneurs du staff masculin, par exemple, et puis aussi le président du comité de sélection, qui est un ancien international et qui est membre du comité directeur. Donc c'est l'élu qui est président du comité de sélection, le DTN et le directeur du haut niveau. On écoute les avis de tout le monde, mais il est important pour nous d'avoir des entraîneurs qui suivent les athlètes jour à jour, comme l'a dit John, qui les amènent sur les tournois, qui va au plus près derrière eux du tapis pour voir les adversaires. Parce que comme il a dit très bien, lorsqu'on fait un comité de sélection, quand on va au jeu, au championnat du monde, aussi on analyse le judoka français qui est capable de battre le champion du monde ou la championne du monde. On essaie d'évaluer l'adversité, surtout quand on est dans les 8 derniers, les têtes de série. On sait par exemple que 72% des judokas qui sont dans les 8 premiers dans la rank list, c'est-à-dire dans les têtes de série, peuvent être médaillés. 72%. Ceux qui ont été médaillés à Rio, il y avait Teddy Riner, numéro 1 mondial, Emilien Deol, 4e mondial, Cyril Marais, 3e mondial, Clarisse Agbuminou, 2e mondial, et Audrey Chemeo, 2e mondial. Donc les 4 premiers de la rank list, c'est comme au tennis, Federer, Nadal, Djokovic, Murray. Donc, et c'est comme ça que ça marche, et les têtes de série sont un peu avantagées au tirage au sort. Donc c'est important que ces entraîneurs soient avec les athlètes, les suivent au jour le jour, parce que, comme l'a dit John, c'est un vrai investissement, et on est à 528 jours des Jeux Olympiques de Tokyo, on compte les jours, et on est dans l'approche des Jeux, et il faut que l'athlète s'engage dans la performance au jeu. Ce qui est important pour nous, c'est tous ceux qui montent sur la boîte. S'ils ne montent pas sur le podium, ça a beaucoup moins d'importance. Donc je crois que même actuellement, nous, on ne partira plus avec 7 ou 14, on va partir avec 3, vu les résultats de ce week-end, chez les garçons. Même peut-être 2 ou 1. Donc, c'est pas pareil. Pour vous dire, dans une demi-heure, on va avoir une petite réunion avec le président pour expliquer ce que c'est le haut niveau. Parce qu'on n'est plus dans la performance, et notamment chez les garçons, et c'est problématique. Le judo français, c'est quelque chose dont je vous fais part et qu'on ressent tous. Et certains sont judokas dans la salle des DTN, comme René Rambier ou Patrick Rousseau. On est malheureux depuis hier, ou avant-hier, 45 ans, et c'est la première fois qu'on n'a pas de médaille au Tour de Paris. 45 ans. Donc, on est malheureux. Donc, on considère que, comme l'a dit John, c'est un véritable engagement des athlètes. Et pour ça, il faut des entraîneurs qui soient au plus près des athlètes, dans l'accompagnement, derrière eux, qui connaissent toute leur vie, leur engagement, pour pouvoir qu'on puisse faire la meilleure sélection. Parce que des fois, la meilleure sélection, dans les sports de combat, on n'a pas le chronomètre, on n'a pas de valeur numérique qui puisse nous donner des indications.
par l'aide de la rangliste. Après, c'est beaucoup le ressenti et la vision du combattant. Merci Jean-Claude. On est un peu sur un timing, vous avez vu. Hein. Les judokas, ça y est, se mettent à parler, on est fichus là. René Rambier, DTN de la Fédération française d'haltérophilie musculation. Merci René. Mais je parle ex-judoka. Et simplement une petite anecdote par rapport entraîneur, toute petite, on va vite, sélectionneur. Quand je suis parti du judo en 2000, je suis revenu en 2008 comme directeur technique du haut niveau. Et j'ai dit à l'époque à Jean-Luc, qui était donc le président, je lui dis, écoute, je veux être le seul sélectionneur de l'équipe de France de judo. Il m'a regardé, mais j'étais plus entraîneur, donc pas de souci. Il m'a regardé, il me dit, pas possible. Donc ça veut dire que ça dépend aussi de la culture. Et je comprends Jean-Luc, parce qu'il y a un comité de sélection, mais où c'est dilué un peu la décision. Parce qu'il y en a 4 pour, 3 contre, ben c'est les 4 qui gagnent, hein, ça c'est clair. Et moi, ça ne me convenait pas tout à fait. Voilà, c'est tout. Merci René. Bon, discussion autour de cette scénette entre cette casquette entraîneur-sélectionneur. Je vous invite à reprendre vos places parce que parce qu'on sent que Philippe Banane a besoin, on va se réétirer. Donc en piste. Du coup, je vous invite à vous lever de nouveau et on part pour une deuxième session de stretching sur le bas du corps cette fois-ci. Comment ? C'est parti pour la musique. Alors, on va venir étirer les fessiers. Donc, on va du côté droit, hop. Vous pouvez vous rester équilibré avec les sièges juste devant vous, à part pour le premier rang. On monte le plus haut possible, on se détend. On relâche, on change. Même chose. Vous pouvez vous aider de vos partenaires. N'oubliez pas de respirer. On relâche. On va venir se coller au siège devant et on va venir chercher le pied pour étirer les quadriceps. Vous pouvez attraper le siège devant, toujours pour rester équilibré. Une petite rétroversion du bassin. On relâche. Même chose de l'autre côté. Restez bien droit. On relâche. On va venir se tourner, étirer les dorsaux. Vous pouvez venir attraper votre siège derrière. Vous pouvez fléchir les genoux. Pensez bien à respirer. On change. De l'autre côté. On reste encore un petit peu. On relâche. Voilà. Merci d'avoir joué le jeu et bonne fin de conférence. Elodie, ça va? Ah, salut Pierrot. T'as forme? Ouais. Bon, bah, heureusement que c'est pas moi qui vais au jeu parce que là, je suis carbo. T'as besoin d'un café? Tu veux un café? Ah ouais, je veux bien, ouais, ça me fera du bien, tiens, ça me fera vraiment du bien ça. Le café, s'il vous plaît. Merci. Avec du lait? Pourquoi pas, ouais, effectivement. Pour rajouter du lait. Bon alors, raconte-moi ta prépa. Eh bah écoute, si tu me demandes si on fait le maximum, je te dis que de mon côté, je fais le maximum. En revanche, à d'autres étages, et je te parle pas des athlètes, hein, ils sont déconnectés. Écoute bien, ils nous ont obligés à aller suivre une formation sur les premiers secours pendant 3 jours à Guingamp, à 15 jours des Jeux. T'y crois ça? Mais et tes athlètes là-dedans? Oh, mes athlètes. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, ça durera pas toute la journée. Bah, encore heureux. Mais bon, je vais pas me faire les allers-retours, les athlètes, encore moins.
tu connais les situations, on s'adapte déjà toute l'année. Je crois qu'à un moment donné, on ne fait pas tout ce qu'il faut pour accéder à la haute performance. D'ailleurs, en parlant de ça, je crois que tu en as une pas mal aussi pour ta cérémonie, toi. Ah bah ça tombe bien que tu m'en parles. Non mais tu te rends compte, l'entraîneur qui amène 3 athlètes différents à 3 titres olympiques différents, même pas convié à la cérémonie. Moi, je veux pas être spécialement mise dans la lumière, mais là il n'y a quand même pas de reconnaissance. Mais tu pouvais pas y aller à cette cérémonie? Mais c'est pas que je pouvais pas y aller, c'est que j'y ai pas été invitée en fait. Alors au début, il y avait le soutien et tout, mais tu parles, il est vite parti le soutien. Puis alors, quand j'en entends certains dans les médias, je me demande si c'est moi qui ai bien passé 350 jours avec les athlètes, quoi. Ouais, tu m'étonnes, mais je pense qu'on a au moins des expériences, des savoirs à partager, mais non, on nous met sur le côté. T'inquiète pas, hein, le jour où on se foire, ils vont savoir nous trouver, hein, ils vont savoir nous trouver. Ouais, d'ailleurs, tu sais qu'ils ne trouvent pas là, le serveur. Non, on même plus que t'as fait d'entraîneurs nationaux d'ailleurs, c'est incroyable ça. Bon bah on s'en va alors. On s'en va, on s'en va. Ce sera pas la première fois que tu quittes ce plateau de toute façon. C'est bon là. Donc, troisième scénette, vous avez vu, on essaie d'élargir un peu les relations athlète-entraîneur à des relations peut-être entraîneur-staff DTN. Donc, pour ça, j'appelle à nouveau Michel, Lionel, les habitués, plus. N'oubliez pas Philippe et Jean-Claude, s'il vous plaît. Alors, je vais encore commencer par vous, Lionel et Michel, parce que quand même, j'ai une question qui m'intrigue. Alors, quand je regarde vos parcours, vous avez effectivement une singularité dans vos parcours, mais vous avez aussi des points communs. Alors, je ne parlerai pas de celui d'avoir entraîné certaines ministres, je ne parlerai pas de ça. Non, parce que j'ai compris, je n'en parle pas. Mais par contre, vous avez été entraîneur, DTN et entraîneur. Mais que diable allez-vous faire dans cette galère? Qu'est-ce qui vous a pris? C'est pas une galère. Ça en est une autre en tous les cas. Non, mais la question est sérieuse en fait. Sous un ton de rigolade. Tu fermes la boucle. Oui, je ferme la boucle, mais ce qui m'intrigue, c'est votre positionnement d'entraîneur, à un moment donné, sur un positionnement de DTN dans votre fédération quand même, qui mérite quand même une petite interrogation, parce qu'on voit bien, cette scénette-là, elle met en exergue quand même certaines problématiques au regard de contraintes, en tous les cas, de la DTN. Alors comment on s'en sort de ça? Ou alors on redevient entraîneur, c'est le moyen de s'en sortir, mais vraiment ça m'intrigue. Depuis que je vous connais quand même. À vous. Pour s'en sortir, il faut déjà rentrer dedans. Tu peux être plus précis dans ta question? Ouais, je me dis, mais on voit bien que ce positionnement, vous avez été entraîneur, vous connaissez bien les problématiques d'entraîneur pour les avoir vécues, et à un moment donné, vous êtes à un autre niveau dans le système et vous devenez directeur technique national. Et comment vous faites avec toutes les contraintes que vous, effectivement, vous devez, à un autre niveau, en tous les cas, gérer, en sachant que vous avez des collègues entraîneurs et que probablement, il y a une forme, en tous les cas, d'empathie ou de connaissance de ce métier qui va faire que votre positionnement est particulier. Disons, c'est vrai qu'on est entraîneur, la petite scénette, on vit des choses comme ça, dans la reconnaissance. Alors là, ce n'est pas une reconnaissance financière, mais ça peut être une reconnaissance financière, statutaire, etc. Et c'est vrai qu'on n'est pas content, et même des fois, on fait soi-même des propres démarches auprès du DTN, ou même du président, puisque moi, je me rappelle, quand j'étais entraîneur national, on avait fait une délégation d'entraîneurs nationaux auprès du président, parce que c'est vrai, notre DTN ne nous suivait pas sur une toute petite revendication de valorisation financière. Et donc j'avais effectivement fait cette démarche, c'était difficile, mais on a eu gain de cause. Alors c'est vrai qu'après, quand tu passes DTN, ce que tu as vécu là, ça te sert quand même d'expérience. Et quand tu es DTN, même si effectivement tu t'éloignes un peu du terrain, hein, parce que c'est pas que le haut niveau, c'est vrai qu'il faut bien garder ça à l'esprit. Et cette valorisation des entraîneurs, pour moi, elle est fondamentale, quoi, parce que si on ne les valorise pas, parce qu'il y aura toujours des entraîneurs, toujours en train de fondu du matin au soir, qui vont entraîner, il n'y a qu'à voir le pentathlon moderne. Hein. Moi, j'ai la chance dans mon expérience aujourd'hui, ma dernière expérience, d'avoir côtoyé un sport extraordinaire, mais je vois aussi ces entraîneurs, et Christian Hellal, DTN, et puis il y a Jean-Max et Jean-Pierre. Eux, ils ne parlent pas de valorisation financière, parce que la valorisation financière, elle dépend bien sûr des modèles économiques de chacune des fédérations, mais ils trouvent d'autres sources de motivation, hein, et
et de valorisation, parce qu'ils sont là le matin à 8h pour s'en aller à 7h le soir, y compris parfois le samedi. Voilà. Mais tout ça, ça dépend de la culture de ton sport, mais en fait, il faut que tu fasses changer les choses, parce que quand effectivement tu es entraîneur, tu as vécu des choses de l'intérieur. Quand tu es DTN, il faut que tu amènes un changement, même si c'est difficile, mais c'est aussi, à un moment donné, avant d'accepter le poste, il faut aussi avoir ton propre projet vis-à-vis de ça, humain, vis-à-vis de tes entraîneurs, et aussi avec ton président de fédération, imposer un certain nombre de choses avant d'accepter le poste. Lionel, un point sur ça? Même similitude dans tu le as parcours. parlé de la boucle. Je dirais que revenir sur le terrain, revenir à l'entraînement, revenir au secteur sportif pur, c'est revenir au plaisir. Moi, mon parcours de DTN, je l'ai quitté parce qu'il n'y avait plus de plaisir, ou il y en avait peu. Je peux témoigner aussi, et Philippe en parlera beaucoup mieux que moi, que les DTN sont des hommes seuls ou des femmes seules, que c'est un métier très très difficile, assez peu encadré et épaulé à mon avis, à mon sens, et qu'on les presse et que derrière, pour eux, il n'y a pas grand-chose. Donc moi j'ai eu la chance, et d'autres ont eu la chance, comme Michel, de pouvoir revenir à ce qui est le plaisir du sport, l'essence même du sport. Je l'ai fait, sans aucun regret, pas une seconde de regret. Ça devrait nous questionner un petit peu. Ensuite, la reconnaissance, on la trouve là où on a envie de la trouver. Et chacun d'entre nous la met là où il veut. À mon sens, c'est dans le regard des gens avec qui je travaille, des collègues avec qui je travaille, des gens à la fédération avec qui j'ai travaillé ou que je travaille maintenant. Et si on doit compter sur la reconnaissance de l'État, des institutions et des journalistes, on ne fera pas ce métier. On le sait tous. Voilà. Une toute dernière touche, je dois dire qu'à titre personnel, je trouve que la reconnaissance du monde du sport dans notre société actuellement, elle n'est pas au niveau où elle devrait être. Tous les rôles qu'on joue, le rôle social, le rôle de l'aventure olympique de Paris 2024, et que les moyens qui ont l'air d'être mis sur la table dans ce qui se passe dans le sport pour les prochaines années m'interpellent un petit peu. Et quand je parle de plaisir, un jour, peut-être que l'ensemble du sport français dira « Et puis zut, nous on n'a pas de plaisir à fonctionner comme on fonctionne avec les moyens dont on dispose ». Merci Lionel. Michel. À vous, Philippe et Jean-Claude. Alors, j'allais dire, peut-être simplement, vous, comment vous interprétez, comment vous regardez cette scène? Il y a deux thématiques selon moi. La première, humblement, c'est celle de la reconnaissance. Pendant 20 ans, j'ai dit à mes athlètes et à mes coachs qui me disaient « Mais tu te rends compte, la Fédé, quel scandale, et ça, tout ce qu'on vient d'entendre là, et pourquoi ces gens-là font ça, et pourquoi on n'est pas reconnus, et pourquoi on ne nous a pas donné ça, où sont passées les aides perso, blablabla. » Je leur ai dit « Arrêtez de chercher votre sport, arrêtez de chercher la Fédé et votre sport, c'est vous. » Et une des réponses à la reconnaissance, c'est l'appropriation du projet par les acteurs et le partage du projet par les acteurs. Le corollaire de cette idée, c'est l'idée, est-ce que le monde sportif, dans un univers qui a explosé, dans une performance qui n'est plus que technique, qui est médicale, qui est médiatique, qui est physique, qui est collaborative, est-ce qu'on peut passer enfin du monde militaire à un monde collaboratif en réseau ? Et c'est un peu la difficulté des métiers qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, il faut des marionnettistes de ce monde en réseau, parce que si on continue à fonctionner dans les mondes militaires où on continue de parler de l'étage au-dessus en disant c'est un étage qui ne nous reconnaît pas, etc., on va rater la perf. Un des enjeux majeurs de nos métiers, de la façon dont on travaille aujourd'hui, c'est que les athlètes, les coachs, tout le monde a changé. L'athlète aujourd'hui est un cadre. La performance est ultra segmentée. Donc, s'approprier ces choses-là uniquement par la relation entraîneur-entraîné est un prisme qui est peut-être un peu trop étroit. Et aujourd'hui, il nous faut avoir une vision globale de la perf. Et c'est ce qui est extrêmement difficile, de contrôler l'ensemble de ces acteurs, de contrôler l'ensemble de ces données, de contrôler l'ensemble de ces athlètes. Sur l'appropriation, un tout petit mot. On doit passer à un monde de performance en co-construction. C'est ce qui a été bien dit tout à l'heure. Si tu ne construis pas le monde de ta performance, si tu ne t'appropries pas ta perf, si tu n'es pas capable d'en faire ta chose, si le monde de la performance sportive de chaque fédé, qui est atypique, qui est singulière, qui est différente, on l'a bien vu tout à l'heure,
tu ne te le fabriques pas comme un puzzle que tu co-construis avec les autres, tu ne peux plus réussir, ou les autres vont réussir plus facilement que toi. Tu vas toujours trouver un plus physique que toi ou un plus technique que toi. Donc, je pense que le vrai enjeu de la reconnaissance, c'est la capacité à associer les acteurs dans un projet collectif. C'est nos métiers aujourd'hui. Comment tu fais ça? Tu peux faire ça en faisant vivre les choses, en diminuant la distance entre les acteurs institutionnels, entre les acteurs de terrain, en faisant vivre des cultures, des rites, des moments, des passages, qui fait que tu vis des choses, que l'athlète vit des choses et que ça devient sa propriété. Quand Tony Estanguet a décidé de vouloir gagner, il s'est approprié son projet. Et moi, quand je donne aux coachs et aux athlètes le projet et qu'à un moment donné ils le prennent, tu lâches tout, il faut tout de suite lâcher. Et pareil pour le coach qui doit tout lâcher. Et si demain nous formons des athlètes capables d'être les copropriétaires du HLM ou ceux qui sont capables de conduire la voiture dans laquelle nous on est en train de mettre de l'essence dans le réservoir, de l'huile, de la pression dans les pneus, on aura gagné notre boulot. Si on se considère comme une multinationale ou une organisation de sécurité sociale à étage, on est déjà cuit avant d'avoir commencé. Et le monde sportif, il a un peu cette connotation ancestrale, militaire, en râteau, en silo, au lieu de travailler en réseau collaboratif. Voilà. C'est juste pour essayer de dire ce à quoi on s'amuse avec Jean-Claude et avec les 4 copains qui ont été là, parce que les 4 ont fait ce métier. Oui, oui, exactement. Juste, est-ce que si je dis, donc vous avez plutôt un rôle de, en tous les cas, qui se veut être facilitateur, d'interface au regard d'un projet, alors de perf, mais pas que, parce qu'on parle de la haute perf là, mais il y a aussi le développement, mais ça te va bien, Philippe? Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, tu peux pas. Un des dangers du moment qui viennent, c'est qu'on va vous faire croire que la perf existe toute seule. Vous savez, dans un coin comme ça, entre 2 personnes, on va fabriquer de la perf. C'est totalement illusoire. On la présente souvent comme un produit, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, il y a l'obligation pour les fédérations sportives, si elles ne veulent pas crever, et on veut d'ailleurs en ce moment leur retirer la délégation de service public pour les plus avancés institutionnellement parmi nous, c'est d'avoir des gens capables d'illustrer la force d'un projet global fédéral. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai que tu fabriques de la perf sans développement. Ce n'est pas vrai que tu fabriques de la perf sans formation. Donc, ces choses-là doivent être articulées. Et si tu veux me faire dire que oui, il faut des gestionnaires de pensée globale, c'est en ce sens-là ce que chacun d'entre nous a essayé d'apporter, souvent en venant de la performance, mais avec l'idée derrière que tu ne construis pas une pyramide en commençant par le haut, quoi. Merci Philippe. Jean-Claude? Allez-y, hein. Chez vous. Moi, ce qui m'a surpris le plus en devant DTN, je viens de l'entreprise. Je suis un autodidacte, même si au départ j'avais un petit diplôme qui était un BTS, mais j'ai commencé au pied d'une bétonnière. J'ai fait après les Compagnons du Devoir qui m'ont appris une maxime, servir sans se servir ni s'asservir. Ça veut tout dire, c'est ma vie. Là-dedans, j'ai eu une carrière de dirigeant, 24 ans président de département, un peu trésorier de ligue. Je suis rentré au comité directeur de la fédération en 2000. En 2005, j'en deviens le trésorier général. Et le président Jean-Luc Rouget me choisit pour devenir DTN. Et puis là, ce qui m'a surpris dans ce monde, c'est que j'ai construit, je suis parti d'une petite entreprise familiale de 8 ouvriers, je l'ai mené à 140. J'étais devenu, dans mon métier, une des plus grosses entreprises du Sud-Ouest et j'avais un certain pouvoir et surtout le pouvoir de m'engager, d'entreprendre. Le métier d'entrepreneur, c'est d'entreprendre. Et c'est ce qui me plaisait, c'est ce qui me plaît dans ce métier de DTN, c'est entreprendre. Malheureusement, on n'a pas les moyens. On vous dit, vous êtes 64 et pas 65, vous n'avez aucun moyen, vous ne signez pas les congés, vous n'avez aucun pouvoir de subordination par rapport à vos collaborateurs, donc vous ne pouvez rien faire. Vous êtes annihilé par une paire de menottes que vous essayez tous les jours d'enlever. C'est ça qui me surprend le plus. On a les Jeux Olympiques en 2024 et on a une grosse entreprise à construire et on vous dit, vous avez une pelle et un râteau, comme sur la plage, et il faut qu'on aille chercher 24 médailles d'or, soit 80 médailles, enfin, j'en sais rien. Moi, je dis toujours, si vous voulez 2 œufs, il vous faut 2 poules. Une poule, ça pond un œuf toutes les 22 heures. Donc, si vous voulez un autre œuf, il faut acheter une autre poule. Eh bien, nous, si on veut une autre médaille, il faut des cadres, il faut des moyens, il faut de l'engagement. Et là, on se trouve en pleine restriction. C'est ça qui me gêne. Je vous dis franchement, moi, c'est ça qui m'a gêné. Alors, je n'ai pas à me plaindre. 57 médailles olympiques ou mondiales au judo dans mes 9 années, 27 médailles d'or. On me dit, oui, Teddy Riner. Oui, Teddy Riner 10,
Donc les 17 qui viennent en plus, elles sont bien de quelque part, Cheméo, Pietri, Agbebeignou, bon, Eman et toutes ces belles athlètes, ou ces beaux athlètes. Donc voilà, mais moi, très franchement, ce qui me gêne, c'est ça. C'est qu'avant, j'avais quelque chose qui faisait 27 cm de long sur 7 cm de large, ça s'appelle un carnet de chèques. On embauche, on débauche, on donne des primes. Et quand le thème, c'était la valorisation. Eh bien oui, la valorisation, c'est ça. Et la valorisation, ça passe peut-être par un coup de fil que je passe certains matins dans les embouteillages aux athlètes en demandant si ça va bien. Ça passe par un petit repas qu'on fait avec l'encadrement pour les valoriser. C'est plein de petites choses d'empathie comme ça qui font que ça fait la performance à la fin. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui m'ennuie, c'est qu'on est en direction des Jeux et on a quelques blocages. Voilà. Merci Jean-Claude, merci. On retiendra l'anecdote en tous les cas de la poule et des œufs, je crois. La parole est à vous. N'hésitez pas. C'est la dernière fois que ça se présente, donc profitez. Et faites-nous profiter. Bonjour à tous. Étudiant en 3e année de licence STAPS, est-ce que tout doit passer par le financier, la partie financière? Est-ce que c'est pas aussi dans nos méthodes et dans notre façon d'approcher les choses qu'on peut pas avoir un impact plus important que toujours penser au financier? Quand il y a un échec, est-ce qu'on ne doit pas peut-être interroger plus la culture et notre façon de sélectionner, nos méthodes d'entraînement, plutôt que toujours penser au financier, même si je pense que c'est un gros facteur de la performance? Philippe? Moi, juste un petit essai de réponse à ta question courte. Tu as raison, sur l'argent ne fait pas la perf, sinon ce serait mathématique et ce serait très très simple. Les Anglais, ils ont mis beaucoup d'argent sur un petit nombre de sports, ils ont eu des résultats immédiats et aujourd'hui le sport anglais s'écroule comme un château de cartes parce qu'il n'y a pas de base à la pyramide. Pour autant, s'il y a une chose sur laquelle on ne peut pas revenir en arrière, je pense que le discours d'Amaury tout à l'heure était très clair quand il évoque sa relation d'athlète. Il n'a jamais parlé d'argent dans l'histoire. Il a parlé de relations et de compagnonnage et d'accompagnement. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont ont besoin les sportifs français, c'est d'accompagnement et d'encadrement. Et plus personne ne parle de formation, d'accompagnement, d'encadrement. On peut même zigouiller la moitié des gens qui s'en occupent. Donc, il y a vraiment, s'il y a un endroit où il faut trouver quelque chose avec une vraie force d'impact autre que le financier, comme tu dis, c'est à cet endroit-là. La performance, elle est avant tout et essentiellement humaine, elle va rester humaine. Et il suffira simplement d'une relation telle qu'ils l'ont décrite tout à l'heure, extraordinaire entre un coach et ses athlètes, ou de vérité d'athlètes capables d'aller dire à des coachs, écoutez les gars, on connaît le job, écoutez-nous, et de les autres être capables de les écouter. Et c'est ça la perf. Et ça suffit, il n'y a pas besoin de 2 milliards d'euros pour faire ça. Ça, ce qu'ils ont fait ce jour-là, ils ont gagné une médaille avec de l'intelligence, de l'humain et de l'encadrement, et c'est ce qui est le plus en danger en France. Merci. Une question. Oui, une question, Benjamin, DTN du triathlon. Une question aussi réductrice que symbolique. Comment est-ce que vous avez, dans votre fonction de DTN, géré la distribution, qu'est-ce qu'elle gouvernait à la distribution des primes olympiques auprès de l'encadrement lors de vos succès ou de l'obtention de vos médailles? On sait qu'elle est délicate comme question. Non, c'est pas délicat du tout. Tu parles des primes avec Bernard Laporte, là, ça, ces premières primes-là, olympiques, c'est-à-dire. Les primes, effectivement, attribuées par l'État. Moi, j'étais DTN à ce moment-là, c'était la première fois qu'il y avait ça. Je l'ai vécu qu'une fois. En fait, nous, ça a foutu un fiasco incroyable au sein de notre fédération parce qu'en fait, les règles du jeu n'avaient pas. Enfin, on revient encore une fois aux règles du jeu, quoi. Mais les règles du jeu de la répartition de ces primes n'avaient pas été décidées avant qu'on sache que les primes allaient venir. Donc, il y a eu d'abord les médailles. Et ensuite, on a su que, on a commencé à entendre dire, mais nous, le compète était déjà fini, qu'il y aurait des primes, quoi. Et bien évidemment, ces primes-là, c'était le bureau fédéral qui faisait une répartition. Et dans notre fédération, le choix a été de faire, de distribuer sur un plus grand nombre ces primes. Donc, ce qui a mis en colère, bien évidemment, les collègues entraîneurs nationaux qui ont eu des médailles d'or ou d'autres médailles. Voilà. Donc, juste pour dire, c'est mieux de le savoir avant, de poser les clés de répartition des primes, comme ça tout le monde le sait, et il n'y a pas de problème. Autre question? Oui. Bonjour, Café Gomis, je suis sauteur longueur et en formation DES.
En fait, c'est justement sur la question de reconnaissance. Parce que sur une médaille olympique, on félicite l'athlète, on félicite la fédération, le DTN, et souvent l'entraîneur est quelque part pas mis à l'écart, mais oublié. Et aussi par rapport à l'investissement des entraîneurs dans beaucoup de clubs, des fois des petits clubs. Donc l'entraîneur qui est le plus souvent bénévole donne de son temps. Il n'y a pas forcément de reconnaissance, même on parlait d'argent, même juste pécunier. Et justement, comment remédier à ça? Est-ce que par exemple donner une médaille également à l'entraîneur au jeu, ça peut... Philippe, Michel. Juste des petits exemples, parce que faire du blabla générique, c'est... On fait un faux qui peut nous conduire en prison à la Fédération de handball depuis 2008. On fait des copies. Vous savez qu'aux Jeux Olympiques, seuls les athlètes ont le droit d'avoir des médailles. Coubertin était en forme. Les coachs, zéro. Donc nous, on fait des copies, ce qui est interdit par le Comité international olympique. Ça coûte une fortune, c'est des médailles d'or, gravées, etc. Et on les remet officiellement à tout le staff. Ça va du coach jusqu'au 3e vidéostatisticien, jusqu'à l'attaché de presse qui a fait le boulot médiatique, pour dire, vous avez fait la perf, vous aussi. Un deuxième micro-exemple, chaque fois qu'un coach fait une médaille, c'est interne, il n'y a pas besoin d'argent, on lui fait faire un maillot de l'équipe de France à son nom, et il y a une petite remise. Les judokas, la culture des ceintures noires nous apprend beaucoup en judo à ce sujet-là, et ce sont des choses qui sont vitales. Troisième exemple, petit exemple. Quand on donne une prime à un handballeur, le coach a exactement la même, par définition. Et c'est non négociable à l'intérieur de la fédération. Donc voilà, tous les jours, il peut y avoir 1000 exemples comme ça de petites choses qui fassent que les gens sont dedans. Après, ceux qui pleurent après la reconnaissance doivent s'approprier le projet. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne doit pas passer son temps à pleurer sur les étages au-dessus. La Fédé, ce n'est pas les autres. Et c'est cette culture-là qu'il faut essayer de faire passer dans l'idée de « c'est mon projet ». Je suis coach, c'est mon projet. Merci Philippe. Michel, tu voulais rajouter un exemple? Vas-y. Oui, mais c'est pour aller dans le sens de Philippe. C'est vrai que la reconnaissance, elle n'est pas que financière ou statutaire, elle est aussi là. Juste un exemple, par exemple, de reconnaissance sur un autre registre que celui qu'a décrit Philippe, c'est sur la formation. Par exemple, moi, quand j'étais entraîneur national, j'avais 16 meilleurs Français à l'INSEP et je faisais des stages d'entraîneur. C'est-à-dire, là, c'était surtout plus les seniors, mais c'était les cadets et les juniors. Et j'invitais les 10-15 entraîneurs français à venir partager une semaine avec nous à l'entraînement. Et ensuite, je ciblais dans l'année 4-5 qui pouvaient venir quand ils voulaient, 2-3 jours. Et j'incluais directement à l'entraînement avec l'équipe de France. Et ils pouvaient donner, bon, en escrime, il y a la leçon individuelle qui est très gratifiante. Et quand on sort de là, ils sortaient là très gonflés, quoi. Ils étaient super contents, quoi. Et c'était aussi une façon très forte de les valoriser. Un dernier petit exemple, parce que ça me vient à la tête. On est en train de se disputer à l'intérieur de notre fédé et de secouer toute notre direction pour dire, quand un gamin va dans un très grand club français ou européen, on a décidé de fabriquer un droit de formation et de découverte du premier coach et du premier club. C'est pas grand-chose, ça va de 1000 à 5000 euros, mais le petit club qu'il a trouvé 15 ans avant, il va toucher un petit truc pour dire, c'est toi qui l'as trouvé, c'est toi qui l'as formé en premier. Au judo, par exemple, on a toujours essayé de valoriser parce qu'on a, vous savez, le grade est très important et donc on valorise déjà un certain nombre de personnes par l'obtention du grade puisqu'ils appartiennent à des catégories. Ensuite, par exemple, avant Rio, j'avais amené tous les entraîneurs, tout le staff et leurs épouses parce que les épouses ou les conjoints des entraîneurs sont très importants dans la perf. C'est des gens qui s'en vont très souvent de chez eux. Je les ai amenés un week-end au Puy du Fou pour passer le week-end ensemble et en quelque sorte faire une émulation. Je voulais que viennent se coller tous ces enzymes pour faire la performance. On arrive à faire des opérations comme ça par rapport au staff. Je veille à toutes ces choses, de mettre un peu de bonheur dans le travail de tous les jours. Oui, moi par rapport à ça, je crois qu'en France, on est plus malin qu'on a de moyens. Je veux dire par là qu'on a la chance d'avoir souvent un creuset de techniciens qui est de très haut niveau, parfois même parmi les meilleurs du monde,
avec peu de moyens, et ils réussissent justement à obtenir des résultats exceptionnels avec ce peu de moyens. Et le danger, effectivement, c'est dans ce cadre-là, c'est dans ce manque de valorisation de cette filière et de ces cadres que ça se dilue, et il faudra faire très attention à ça, parce que pour l'instant, c'est ce qui nous fait, à mon avis, exister dans le haut niveau. Et sur les primes, pour revenir sur les primes, on a eu à gérer ça avec Patrick une seule fois, en 2012, parce que notre DTN était décédé et que Patrick et moi avons géré cet aspect des choses. Et nous avons distribué des primes à l'intégralité des entraîneurs présents aux Jeux Olympiques, et parfois même, quand nous avons pu, à des entraîneurs qui n'étaient pas présents, mais qui avaient eu des résultats, une finale, ou qui avaient participé au projet des relais. Merci. Une toute dernière question. Je sais que vous êtes la friande question, mais une toute dernière. Laetitia Payette, ancienne judokate et élève en DES. Donc le sport là il évolue et puis il y a des choses qui changent et on peut remarquer que la plupart d'entre vous en fait vous êtes en poste depuis un moment et en fait Philippe, c'était une question qui non, je me demande en fait non c'est pas ça, c'est que en fait je pars du principe en fait que quand les choses en fait on progresse en fait quand il y a du changement. Et c'était pour savoir justement comment vous faites en fait pour apporter encore des solutions et pour rester en poste avec ces changements de génération. Ah, mais ils ont beaucoup changé pour les avoir connus avant. Laetitia, tu as raison, et il faut que ça change. C'est pas nous-mêmes qui nous nommons, c'est en général notre président qui prend la décision. Parce qu'on est comme les entraîneurs, on est sujet aussi à, si ça ne va pas du tout, à dégager. Et le métier de DTN, c'est le haut niveau correspond à 40% de notre activité ou 30%. Le reste, c'est bien d'autres sujets. Notamment, on gère les budgets, on va chercher l'argent, on monte les conventions de l'objectif, on va chercher les CIP. Enfin, on fait tout un autre métier de management. Au judo, on a 170 cadres à manager. Voilà, c'est un autre métier et c'est pour ça peut-être qu'avec Philippe, effectivement, on commence à devenir ancien dans le métier. Puis on va revenir entraîneur de club, certainement, à la suite de ça. D'un petit club, moi je serais très heureux d'en revenir à mon club. Et voilà, mais en premier, c'est notre président qui souhaite qu'on fasse l'aventure ensemble. Parce qu'aussi, il faut avoir un lien particulier avec son président. Ça sera la prochaine thématique, voilà, vous avez bien noté. Nous inventerons donc sur scène. On a des présidents très faciles à gérer, donc... des présidents et des DTN non, que l'on va faire jouer. Pour te détendre, on a l'air vieux et esquinté, mais la durée de vie moyenne d'un directeur national, au dernier sondage, c'est 2 ans et 3 mois. Après, tu dégages, en moyenne, sur 60 personnes qui font ce métier. Les coachs, quand c'est 4 ans, c'est le bout du monde. Donc, c'est des métiers à siège éjectable. Tu as entièrement raison. Tu as posé la question, comment on essaye de se renouveler pour ne pas radoter? Oui, parce qu'en fait, à partir du moment, je suppose que vous avez fait le tour. Et comment vous faites, en fait? Mais non, elle dit qu'il faut qu'on dégage, Jean-Claude. Elle a dit qu'il fallait qu'on dégage. On va d'ailleurs vous arrêter là, parce qu'il va falloir conclure, je crois. Il n'y a que moins 20. Alors, évidemment, j'ai pris des notes. Alors, vous avez vu, mon diaporama dit, pour ne pas conclure, enfin, on voit bien qu'autour de ces 2 heures, on a plutôt engagé des discussions, que ce qu'on a fermé des discussions. En fait, c'est un peu ce qu'on voulait, c'était jouer ce jeu de l'interaction. Merci à vous, ça n'aurait pas pu être possible sans, évidemment, votre activité. Alors, en même temps, il faut bien retenir des choses. Alors, peut-être, au regard de mes prises de notes qui sont un peu aléatoires, ça va m'amener donc à des choix réducteurs. Alors veuillez m'excuser par avance, évidemment, mais en tous les cas, voilà ce que moi j'en retiens et prenez ce que vous pouvez. Je crois que comprendre et améliorer le système de relations, parce que c'est de ça dont on a parlé, c'est pas de la relation entraîneur-athlète, c'est le système de relations en entraînement, qu'il s'agisse d'ailleurs de la relation athlète-entraîneur, athlète-athlète, athlète-staff, entraîneur-DTN. Ça passe par, en tous les cas, j'ai retenu 5 points. Le premier,
il me semble, et on y est revenu souvent, Philippe, tu l'as remis en avant fortement, c'est la nécessité de construire et de partager une vision de la performance, et surtout de la faire vivre dans des collectifs de travail. Je crois que c'est revenu fortement, je crois que c'est le socle un peu indispensable. Pourquoi? Parce que c'est le projet de performance qui vous relie, en fait, quoi. C'est finalement, on pourrait le dire comme ça, le bien commun que vous avez, et c'est ce qui fait sens pour vous tous, acteurs du monde sportif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, me semble-t-il, en tous les cas, cette compréhension des relations, là, passe par le fait clairement d'assumer peut-être des rôles d'interface qui favorisent le lien au sein des fédérations et au sein des entraînements. Le lien, ça veut dire la relation avec tous les intervenants impliqués dans la performance aussi, on le voit bien. Et assumer ce rôle, ça passe, il me semble, nécessairement, et c'est revenu aussi dans le discours, par la connaissance de cultures extrêmement différentes, voire divergentes, voire contradictoires. J'entends par exemple la culture sportive, bien évidemment, mais la culture fédérale, les cultures institutionnelles, administratives, enfin, on voit bien que ça brasse à ce niveau. Et peut-être d'ailleurs, mais je le pose comme ça, mais à vous de réfléchir, que cette compréhension de ces différentes cultures, c'est même une condition pour créer finalement un système de confiance mutuelle. Parce que sans cette base-là, c'est compliqué de discuter les uns avec les autres, me semble-t-il. Je vais un peu vite, excusez-moi, mais bon. Le troisième point, il me semble, ça passe encore par, on l'a vu, des systèmes d'organisation quand même. On ne peut pas les oublier, avec un rôle particulier qui est celui de optimiser les réseaux, me semble-t-il. Alors en s'appuyant certes sur des compétences techniques, on le voit, et en tous les cas, les parcours que vous avez face à vous le mettent bien en évidence, mais aussi des savoirs d'expérience et peut-être plus encore ce qu'on pourrait appeler une excellence relationnelle. On l'a mis largement en avant aussi dans un grand nombre d'études, me semble-t-il. Et en même temps, ça passe par des petites choses, me semble-t-il aussi, par exemple par clarifier des règles de fonctionnement. Alors qui deviennent transparentes et en même temps s'y tenir. On voit bien qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou par exemple aussi, oser prendre des risques et expliquer ce qu'on y gagne et ce qu'on y perd. Parce qu'évidemment, la performance ne se répète pas, vous le savez bien mieux que moi, elle se renouvelle sans cesse, d'où peut-être la question finale, mais en tous les cas. Et elle se trouve toujours sur des intersections, peut-être certes performance, à la fois dans la rigueur, dans les innovations, et je crois aussi, et en tous les cas, le lieu était fait pour ça, à travers des rencontres. Peut-être que le quatrième point est celui de... on voit bien que vous êtes des femmes et des hommes de conviction, je crois. Et je crois qu'avoir des convictions, ça apporte des projets aussi. Alors je dis bien conviction, attention aux certitudes, vous voyez bien, on n'en a pas trop. En tous les cas, vous n'en avez pas trop. Mais par contre, des convictions, on voit qu'elles sont là. Et dans le même état d'esprit, peut-être... il va s'agir aussi clairement d'assumer les décisions, les responsabilités, et ce fait-là semble être un levier complètement indispensable au bon fonctionnement d'un collectif de travail, me semble-t-il aussi. C'est revenu. Et donc, au bon collectif de travail, ça veut dire donc au système de relations, puisque c'est bien là la thématique. Enfin, et je finirai par ça, parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises, alors Michel, peut-être de façon plus forte encore, je crois que comprendre et améliorer le système de relations, c'est finalement peut-être aussi partager et reconnaître, voire se reconnaître dans un système de valeurs. Je crois que c'est quelque chose qui tenait à cœur à Michel aussi, ça. Mais dans un système de valeurs, pas on déclare que, non, dans un système de valeurs, dans l'activité, dans l'action. Je crois que c'est ça aussi qui fait sens. Alors, système de valeurs, exigence, équité, bienveillance, travail, il faut le trouver, ce système de valeurs. Mais en tous les cas, il est là, et il faut s'y appuyer. Autrement dit, peut-être, il faut essayer de veiller ensemble à une éthique, je crois, dans le travail, parce que c'est un fondement fort pour des collectifs de travail. Et c'est peut-être sur ce dernier point que je finirai, parce qu'on voit bien que lorsque ça frotte au niveau des valeurs dans le travail, ça frotte au niveau des systèmes de relations, et alors pas de façon ténue, de façon assez lourde en général. Pour résumer tout ça, et ça sera peut-être ma conclusion, parce que je pense avoir été déjà assez bavarde comme ça, je dirais que peut-être comprendre et améliorer la relation avec un grand R ou les relations, voire les interactions en entraînement, c'est finalement comprendre et optimiser peut-être ce qu'on pourrait appeler un travail de reliance nécessaire pour construire, tu le disais Philippe, partager et faire vivre un projet performance. Le tout, et on le voit bien, alors c'est ce qui est agréable dans ce milieu aussi, parce que j'y reviens de temps en temps et ça me donne en tous les cas une dose de bonheur.
Peut-être le tout autour d'une évidente passion et d'un tel investissement et engagement personnel de votre part, de la part de tous les acteurs sportifs, que bien évidemment, ça ne simplifie pas les relations et ce système et ce réseau-là, me semble-t-il. On voit bien, hein, passion, partage, mais rancœur aussi, amour et au-delà. On voit bien que le mélange de ces sentiments semble être une fondation forte de vos métiers, qui le façonnent même, ce métier. Et peut-être que votre métier, et c'est ça sa spécificité, et ce sont ces sentiments-là autour de ce métier qui font de ce métier finalement un métier, j'allais dire, extraordinaire, qui mérite bien cette petite mise en scène. C'est tout ce que j'avais à vous dire, hein. Donc je vais laisser la place maintenant. Henri est là, toujours présent, toujours là. Merci Henri d'être parmi nous. Il a fallu préparer parce que j'ai 2 minutes 50. Formidable présentation dans un amphithéâtre plein, que je n'avais pas vu plein depuis bien longtemps. Félicitations à toute l'équipe qui a osé sortir des sentiers battus pour donner à voir en direct et à entendre en creux la complexité de la production de la performance sur le terrain. L'athlète ou l'équipe sont les acteurs directs de la performance, mais ils ne sont pas seuls. Le coach en charge de la préparation mobilise toutes les facettes de son expertise, prend en permanence des décisions pour modifier ici et maintenant des comportements. Le DTN, manager général, est responsable de tout. Ces prises de décision, aussi drastiques soient-elles, préservent le sens et l'efficacité du projet collectif, protègent les acteurs sans oublier de les promouvoir. 3 niveaux de singularité qui doivent se fondre dans un projet collectif que chacun prendra à son compte. C'est dire combien l'affaire est complexe. Vous le savez. Qu'est-ce que nous apprend la pratique? La pratique nous apprend que ce trio vertueux a besoin de créer et de développer des échanges collectifs, interindividuels, voire personnalisés très très forts, sans lesquels la performance peut être compromise. Voir et sentir pour anticiper. Entendre et écouter pour comprendre ce qui se passe. Solliciter l'échange pour expliquer et convaincre, s'adapter, modifier, rebrousser chemin, changer, réexpliquer. Chacun assumera son rôle et son expertise totalement, mais chacun devra être attentif et intelligent sur les rôles et les expertises des autres membres de ce triumvirat vertueux ou de ce staff. Ne pas tisser ce type de relations denses, de relations humaines denses, fragilise la confiance collective, expose au conflit, d'abord mineur, puis très vite majeur, génère des remises en question parfois drastiques, bref, d'une manière générale, sortent l'équipe ou l'athlète de son projet de performance. La confiance qui s'installe n'est synonyme ni de laxisme, ni de perte d'autorité du coach, du staff ou du DTN. Par contre, elle met le sportif et l'équipe en situation de performer sur les terrains. Les experts que vous êtes savent parfaitement cela, et l'actualité sportive hebdomadaire nous le rappelle sans arrêt. Au-delà de la connaissance et des savoir-faire techniques, c'est à ce prix que peut s'exprimer avec efficacité les stratégies générales d'accès à la performance, les stratégies sectorielles et particulières,
les stratégies de contournement imposées par les événements ou simplement par le hasard, les adaptations microscopiques et individuelles totalement indispensables. Le coach a la charge de faire chanter ensemble des lignes mélodiques différentes pour donner à l'œuvre sa beauté incomparable. En musique, ça s'appelle le contrepoint. Merci. C'est bon? Non, c'est pas bon. Merci. Merci à vous, merci Henri. Je vais demander à toutes les personnes qui sont montées aujourd'hui sur la scène de bien vouloir me retrouver, s'il vous plaît. Then he need your sense, and he tell your friends, and they hold your